Ce podcast vous est présenté par Orifice. Orifice, le dentifrice pour vos oreilles. C'est pas grave, on va reparler du pigeon. T'en as pensé quoi, Ruben, comme accueil du pigeon qui s'est fait attaquer par une buse ? J'avoue, je suis un peu dans le doute. Je l'ai pris un peu comme un signe. Ouais. Est-ce que c'est un message adressé Est-ce que c'était un message qui m'était adressé en fait ? Je ne répondrai pas sans la présence de mon avocat. C'est vrai qu'à Grenoble, il y a pas mal de pigeons. Ouais, bah là, il y avait surtout une buse qui a attaqué un pigeon. J'ai ramené notre invité au studio et juste devant le studio, il y avait une buse littéralement en train de bouffer un pigeon. Donc ça nous a assez choqués. On a passé 5 minutes à la regarder. Et voilà. Et si on veut voir la vidéo, elle est dispo sur un YouTube Short. Ouais, bah, c'est clair, hein, on a pris la vidéo, donc on la mettra dans la bande d'annonce du podcast. La vraie question, c'est est-ce que la buse a goûté mon café ? C'est vrai, t'as trouvé comment le café, Ruben ? T'as le droit de dire qu'il était pas bon, l'extraction était loupée en plus. Non, c'était... Alors, t'es hyper exigeant avec toi-même parce que le café était super. Bon, ça va. Et franchement, par rapport au café qu'on a parfois en tournage, les gros percos, jus de chaussettes... Mais même dans les bars, en fait, le café est vraiment pas ouf. En tout cas, c'est ce que je me rends compte de plus en plus. Les gens, ça dépend lesquels, mais les baristas, ils sont là, oui, à part certains. Les bars à café. Ouais, les bars à café, quoi. Mais en tout cas, voilà, comme quoi on a un certain standing chez Montemix Studio. Exactement. On est bien reçus ici, on est bien reçus. C'est ça, exactement, on tient à ça. Donc, bonjour à tous, bienvenue chez à Tic Tac Boom. Là, voilà. Tic Tac Boom, là. Donc, le podcast qui parle de cinéma, d'audiovisuel et de tous les métiers qui tournent autour du cinéma, présenté par Valentin et Rudy de chez Montemix Studio. Donc, première chose avant qu'on oublie, parce qu'à chaque fois on oublie, pensez bien à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur Spotify. Et un petit like des familles sur YouTube. Et ben voilà, si vous voulez être sympa avec nous, ça nous donne de la force et ça permet à ce podcast d'exister et de continuer à être diffusé et être produit. Et aujourd'hui, on a un invité qui s'appelle Ruben Mariage, qui est réalisateur de documentaires, entre autres. Et donc, on va te laisser te présenter, je vais y arriver en 2-3 mots. Eh bien écoutez, effectivement, comme tu as dit, moi c'est Ruben, je suis réalisateur de documentaires. Avant de commencer, merci de m'accueillir ici. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on est très bien accueillis. Super. Et c'est toujours super sympa d'être invité dans des formats comme ça, de pouvoir parler de ce qu'on fait. Et moi, je suis réalisateur du coup de documentaires récents. Donc je commence un peu aussi ma carrière. J'ai fait un premier film, un premier 52 minutes. Et en 2023, qui s'appelle Jusqu'on va avec lui, qui a été distribué par France TV, qui est passé en festival. Et du coup, ça a été un premier projet qui m'a permis de rentrer dans le monde du documentaire. Et maintenant, l'idée, c'est d'en faire mon métier et de continuer là-dedans. Ouais, ce qui est pas mal d'avoir fait un documentaire produit sur France TV, c'est déjà quelque chose quand même. De ne pas avoir fait un projet autoproduit, on va dire comme beaucoup font et ont malheureusement pas le choix pour commencer, quoi, en tout cas dans le doc. Ouais, c'est un peu un des grands sujets je pense, quand on commence sa carrière. D'avoir été diffusé sur France TV, c'est parce que produit, ça c'est encore une autre étape, on va dire. Ouais. Mais diffusé sur France TV, nous, ça a été une chance énorme parce que c'était un projet à la base qui était autoproduit, qui a été géré par une boîte de production, mais qui n'avait pas de diffuseur ou de distributeur. Donc du coup, on a fait le projet et ensuite on a cherché à le diffuser et à contacter des chaînes. Est-ce que là-dessus, tu pourrais juste, avant de continuer, rappeler la différence, quoi. Qu'est-ce que la distribution et la production pour les néophytes qui nous écoutent ? Alors en gros, la production, c'est... Quand on fait un projet, en fait, la production, c'est, on va dire, le département qui va te permettre de tout mettre en œuvre, tous les moyens concrets, on va dire, pour que tu sois présent sur un plateau et que tu puisses tourner. Donc c'est le juridique, c'est l'assurance, c'est les caméras, c'est l'organisation, c'est la logistique, c'est plein de choses, la production. Ils engagent des gens, ils montent une équipe, ils vont accompagner en fait tout l'artistique et gérer tout ce qui est extra autour, on va dire. C'est une définition grosso merdo, on va dire. Sinon ça durerait le temps du podcast si on allait dans les détails. Mais ouais, je pense exactement. que c'est déjà les... c'est déjà très cool, quoi, parce que c'est sûr que c'est un peu complexe à expliquer. Il y a tellement de...
de choses là-dedans Ouais, des et méthodes, de métiers aussi. des schémas, des façons de fonctionner qui sont Mm. extrêmement différentes. On est dans un métier qui, qui évolue beaucoup selon Aussi, les ouais. projets. Mais c'est un peu ça la production, en tout cas. C'est mettre les moyens, trouver des financements. Et la distribution, c'est ceux qui vont s'occuper de concrètement mettre un film classique au cinéma, dans les multiplex, dans les salles d'exploitation, qui vont trouver des moyens de le diffuser, qui vont littéralement, du coup, mettre le film à la vue de tout le monde, on va dire. C'est encore une définition Oui, floue, très, mais on va généraliser. Je pense qu'on a les bases dedans. S'il y a des gens en commentaire qui veulent corriger ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci, venez. Et donc nous, dans tout ce que tu fais, en tout cas dans ce qu'on a vu de ton parcours, on voit qu'il y a que tu allies du coup documentaire et sport. Quelle est ta relation toi au sport? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis super longtemps? Est-ce que c'est une passion? Je pense que depuis tout petit, le sport, c'est, on va dire, une valeur importante chez moi, transmis par mes parents. On a toujours fait du sport, on a toujours été sportif. C'est une manière de bouger, découvrir le monde. Je sais pas, c'est une philosophie un peu de vie. Ouais. Donc on a vraiment intégré le sport là-dedans. Ok. Et le documentaire, du coup, le projet là, dans le documentaire, en fait, le prétexte du documentaire, c'est de partir en Tanzanie pour faire l'ascension du Kilimandjaro. Donc aller jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Donc c'est particulier, il faut avoir un peu une bonne condition physique, on va dire, Ouais, pour le faire. d'ailleurs, moi j'ai une question là-dessus, parce que si je me trompe pas, tu es originaire de Paris. Ouais. Et donc, comment tu fais pour te préparer pour un projet comme ça, on va dire, sachant que Paris, bon, il y a moyen de courir et tout. Déjà, c'est pas super ouf de se balader, en tout cas, dans Paris. Mais en tout cas, moi, j'ai déjà fait un peu de trail et c'est vrai que c'est sympa d'avoir les montagnes et d'avoir un peu du dénivelé pour s'entraîner, quoi. Donc, toi, comment t'as fait un peu sur Paris pour... T'as deux choix. Soit tu vas à Montmartre faire les marches, Ouais. soit tu vas Elles sont ailleurs. costauds, hein. Ouais, c'est costaud, c'est déjà une première étape. C'est pas un 2005, quoi. Mais oui, t'es limité à Paris quand même, Ouais. on va dire. Mais moi, en fait, j'étais venu un mois avant le départ. Ok. J'ai contacté un ami qui habitait à Lyon. Ouais. Et en fait, on est parti à 3, du coup, nous faire un petit tour des Alpes pendant 2-3 jours. Et on est parti de Grenoble, du coup. Ah. Parce que vous avez un début Capitale de des Alpes. chemin. Capitale des Alpes. C'est là, c'est l'endroit charnière, on va dire, pour avoir accès aux montagnes. Le meilleur endroit en France, du coup. Non, mais continuez. On n'est Ouais, pas sponsorisé par Grenoble, hein, métropole, capitale. Mais non, effectivement, en fait, on était parti de Grenoble et on a fait quelques jours sur le territoire. On est allé en direction Chambéry à la base. Ok. Et du coup, en fait, on a, avec notre ami, un ami qui, on va dire, fait des trails, des treks de la mort, qui est très entraîné. Il m'a fait un petit parcours pendant 2-3 jours à camper, à marcher, faire du dénivelé. Ça a été un super entraînement. Je me suis flingué le genou en faisant ça. Ça, c'était le côté un peu stressant. Mais c'était un bon entraînement pour faire le Kilimandjaro. Et en fait, du coup, ça d'allier en fait un défi sportif à un documentaire, en fait, c'était le bon compromis pour moi parce que du coup, moi, dans mon métier, j'aimerais bien me dire que dans ma carrière, je serais amené à bouger dans plein d'endroits, à possiblement aller dans la nature aussi, pour faire des défis, découvrir des endroits assez fous. Et en fait, mine de rien, il faut être sportif parce que les endroits, les paysages que je trouve extraordinaires, en fait, ça, dans un sens, ça se mérite parce qu'il faut aller les chercher. Ouais. C'est ça qui est génial. Et c'est vrai qu'à Montmartre, je pense que tu as moins cet effet-là quand tu montes les marches. Ouais, et puis là-dessus, moi. Le temps aussi, la condition. C'est vrai que Paris, c'est assez gris. T'as pas les mêmes conditions météorologiques aussi quand tu vas monter, en tout cas, des monts comme le Kilimandjaro, quoi. Je pense qu'il y a aussi toute cette dimension-là où t'es super équipé, j'imagine, pour monter à des hauteurs comme ça de 6000 mètres. Ouais, il faut être équipé, il faut être entraîné. Et après, pour relativiser un peu la dimension sportive, le sport, c'est aussi l'écoute de soi et comprendre un peu comment on fonctionne. Oui. Et en fait, l'idée, c'est que c'est pas les plus sportifs forcément qui vont au bout, c'est ceux qui s'écoutent le mieux et ceux qui s'économisent le mieux, pardon. Donc en fait, le sport, c'est aussi intéressant comme une manière de se découvrir. De se connaître. Exactement, ouais. Il y a pas ça, on le voit, ouais. Nous, de toute façon,
je connais pas mal de potes qui sont sportifs et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont avoir des conditions qui sont assez folles, mais jamais je partirai avec eux parce que ils savent pas quand s'arrêter. Alors qu'il y en a d'autres, et je pense que c'est la première fois où tu connais quelqu'un qui meurt en montagne ou qui meurt ou qui se fait blesser gravement. Je pense que c'est ça qui te met un stop, de te dire que quelles que soient tes conditions physiques, à un moment donné, il faut savoir que tu n'atteindras peut-être pas le sommet. Et il faut avoir la maturité de se dire que d'autres gens dépendent de toi et qu'il faut stopper, il faut quoi. savoir s'arrêter Ouais. si jamais tu es à 150 mètres du sommet et qu'il y a un problème, quoi. Mais exactement, en fait, parce Et que je du pense coup, que le sport, c'est intimement lié au corps et aux émotions aussi. Mm. Donc, c'est un peu, à un moment donné, comment réfléchir, comment savoir où est ta limite. Donc, pour le projet, on a un peu dépassé les limites. Ouais, bah, on les dépasse J'imagine. toujours un peu, mais Voilà. et ben justement, ça c'était parce que nous, on a plein de questions sur ce projet. Et déjà, dessus, donc tu as commencé à nous parler un petit peu de ton premier documentaire, Jusqu'en haut avec lui. Il est sorti il y a 4 ans, c'est ça? Il est sorti. Alors, c'est intéressant parce que le terme sortir, on utilise pour les films qui sortent au cinéma Alors que avec toi, une date officielle. Alors oui. que moi, à partir du moment où. il est fini. Ouais, janvier 2023, en fait, il était fini officiellement. Ok, Donc là, en fait, il fallait l'envoyer en festival. Donc on n'avait pas de date de sortie à proprement parler. Ouais. Mais d'accord. par contre, Ouais, on donc avait il y a une. moins. En tout cas, c'est très récent. Ouais, Enfin, c'était, relativement très récent. Parce que moi, j'avais vu 2021, mais ça devait être le début du projet plutôt, du coup, 2021. Non, le début du projet, c'était plutôt en avril 2022, Ok, d'accord. à la base. Et en fait, c'était le début du projet. En fait, ce projet, il a été né sous une bonne étoile. Et en fait, c'est en avril 2022, j'étais contacté par un ami qui est venu m'envoyer un message sur LinkedIn. Un peu comme quoi, nous. Voilà. C'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble, nous. Hein. C'était pas un message LinkedIn. Exactement. C'est pas une Ouais. pub pour LinkedIn, mais il Non, s'avère franchement, que on n'est pas sponsorisé, même si on aimerait Non. bien. Mais Voilà, C'est n'hésitez vrai que pas. LinkedIn, Voilà. il y a des côtés négatifs, mais bon, il y en a aussi des attends, positifs en on tout veut le cas. sponsor, il n'y a que des côtés positifs. Ouais. LinkedIn, On on veut vous aime Sales bien. Navigator tous les mois gratuitement. Exactement. C'est ça. Exactement. Mais c'est un bon moyen de se mettre en contact parce que du Ouais. coup, lui, c'est un entrepreneur. En fait, il s'appelle Sofiane Lesage. Et c'est Ok. un entrepreneur qui Ok. travaille dans le tourisme entre la France et l'Algérie. Et en gros, du coup, il m'a contacté en avril 2022. Et en fait, c'est une personne avec qui j'étais allé au collège. Ça Ah ouais. faisait 15 ans d'accord. qu'on s'était pas vus. Et il est venu me recontacter comme ça. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, est-ce qu'on peut s'appeler rapidement? J'ai un projet dont il faut qu'on parle. Et en fait, il m'a appelé. Il m'a dit, en fait, je t'explique, avec une asso dans laquelle je fais partie d'une asso qui s'appelle On détonne contre Huntington. On part au Kilimandjaro dans 3 mois, 4 mois. On a besoin d'une prod et d'un réal pour faire un film. Ah ouais, avec des délais extrêmement short. Des Après, délais j'imagine, extrêmement courts, du coup, Ouais. des délais qui empêchent du coup d'aller voir des télés, d'aller contacter Ok. le CNC, de Bah ouais. construire un projet de manière traditionnelle et conventionnelle, tu vois, dans la tradition. Et en fait, il m'a dit, faut que tu parles avec Charline, qui est la présidente de l'asso. Faut que tu parles avec elle. Et après, on décide, quoi. Donc du coup, j'ai appelé Charline et un appel qui était censé durer 5 minutes. En plus, elle était en Amérique du Sud en même temps, donc la distance, le décalage horaire compliqué. Et en fait, elle en a parlé pendant 1 heure. Elle m'a raconté du coup toute sa vie et elle a été explicite, quoi. Elle a vraiment raconté ça. En fait, elle l'a raconté avec une telle passion, une telle envie, tu vois, qu'à la fin de l'appel, je me suis dit, mais attends, faut pas que je lâche ce projet et on va essayer de faire quelque chose, tu vois. Et l'avantage, c'est que moi, à l'époque, je travaillais pour une boîte de prod, j'étais en CDI dans une boîte de prod. Ouais. Un des rares réels dans une boîte de prod. Oui, c'est ça, c'est super rare d'être CDisé. C'est Ouais, plutôt dans en une boîte de prod, intermittence. Et puis c'est Bien c'est sûr, plus- ouais. c'est plus- c'est plutôt cool en même temps aussi, quoi. Ça rajoute une stabilité. Ouais, c'est une Ouais. stabilité parce que du coup, c'est une manière aussi de. Moi, mon producteur qui s'appelle Vincent Pubaré, du coup, qui a créé Bel Orage Production, donc la boîte de production Ouais. qui a produit le film. En fait, c'est quelqu'un du coup que je connaissais bien. Ça faisait 2 ans qu'on était connectés. J'avais commencé en stage chez eux. Donc littéralement, il m'a vu progresser et Ah ouais. monter en gamme. Et en fait, c'est quelqu'un qui savait ce dont j'étais capable, tu vois. Et donc, ça a été du coup... en fait, j'étais tous les jours à la prod. Je pouvais lui parler. Il pouvait suivre. Et en fait, c'était super pratique pour les échanges parce que j'étais là au quotidien.
Et lui, en fait, il a vu le projet genre évoluer. Il était en train d'attendre de voir. Et à un moment donné, je lui ai dit, bah, écoute, est-ce que ça te dirait de faire un appel avec Charline, du coup, et les membres de l'asso, donc Sofiane, Théo. Et il m'a dit, bah ok, vas-y, on fait l'appel. Et alors, ça, faut... Il y a un truc à pas raconter là. Ah, T'inquiète pas, il y a personne qui écoute. Ouais. T'inquiète, c'est pas enregistré. Il n'y a pas de caméra qui tourne et de micro. En fait, je l'ai pas dit, mais en gros, j'ai organisé cet appel. Mais en fait, tout le monde était dispo à un moment donné où moi, ça m'arrangeait pas du tout. Mais je l'ai quand même fait. Moi, j'étais à Disneyland Paris. Parce que j'avais eu des places, des invitations. Et en fait... Tu kiffais ta vie. Ouais, parce que du Ouais. coup, en fait, c'est les petites pauses que tu te fais, c'est dimanche, ouais. etc. Bah oui, c'est c'est machin. ça. Ouais. Et j'étais à Disneyland, j'étais entre deux attractions, il y avait un bruit d'enfer partout. Et j'étais en train de faire bluff, genre... Je suis en train de là. tourner un documentaire. Ouais, exactement. Genre, du coup, il y avait mon producteur et eux qui parlaient. Et moi, j'étais en train de couper dès que j'ai... Tu sais, tu coupes le son. Dès qu'on a besoin de toi, tu fais oui, exactement. Et du coup, en fait, ils ont parlé. Et ça a raccroché, l'appel s'est bien passé. Et le lendemain, du coup, je retourne à la prod et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il va dire, Vincent? Ouais. Et il m'a dit, bon bah, prends ta chance. Tente ta chance, Ouais. vas-y, on produit. Et donc là, il y avait tout ce qu'il fallait. C'est Bah, incroyable. T'as une boîte de prod, du coup, ton Il y a prod, tout il qui dit, s'est vas-y. aligné. Ouais, bah à Ouais. partir de là, en fait, et en fait, j'avais trop du mal à réaliser qu'en fait, j'allais partir en tournage pour réaliser Bah ouais, mon c'est premier fou. film. Et puis super rapidement au final quoi. Super rapidement, dans des délais pas Mm. possibles, mais en même temps avec une boîte de prod où Vincent, c'est quasiment, enfin c'est un ami, c'est un mentor aussi, il m'a appris plein de choses. Et du coup, il me dit, vas-y, tente ta chance, c'est l'opportunité. Mm. Je te l'offre, je te mets sur des rails, tu vois. Et après, t'es en juillet, tu te retrouves en Tanzanie. Ouais, Tu te dis, l'air de mais- rien. Tu Ben sais pas ouais, comment t'es arrivé là. ben exactement, l'air Mais, de rien. Et Mais c'est ouf parce que souvent dans le cinéma, en tout cas, on parle de délais à chaque fois qui sont sur plusieurs années. Et au final, comme quoi, pour un documentaire, j'imagine que ça peut aussi prendre beaucoup de temps. Et là, ça s'est fait super rapidement, quoi. ça s'est fait hyper rapidement et t'as pas trop le temps de réfléchir. Oui, Les mais chaînes c'est suivent bien pas, aussi. donc tu prends des gros risques aussi. Mm. Ouais. Parce que mine de rien, il fallait qu'ils prennent le risque, Vincent, le producteur. Ah bah oui, s'il n'y avait pas. Tu vois, genre, faut que ce soit rentable Mm. derrière, faut qu'on trouve un truc. Lui, il me connaît, mais du coup, il se dit, bah, c'est un réal inconnu. Ouais. C'est un jeune réal. Il n'y avait aucune assurance que derrière, il y ait. Non, que il n'y ça- avait pas ça- d'assurance, ouais, mais, ça soit mais pas juste on, un gouffre. on en avait déjà tourné Mm. plein de fois. Il m'avait vu, du coup, sur l'émission qu'on tournait, Bouge et Vert, qui est une émission Ok. qui passe sur Ushuaïa, donc on va Mm. partout en France. Ouais. Et on tourne dans des conditions un peu extrêmes, dans la montagne, etc. Donc Ok. il m'avait vu faire. Et il m'a dit, vas-y. Donc, il te je te faisait fais confiance, quoi, déjà, quand même. Bah ouais. C'est sûr. Ce qui est ultra rare, Parce- en fait. Parce qu'au final, c'est les fonds de la boîte de production qui ont été investis dans le tournage du. Ouais, il a supporté le projet. Il Ok. a, il Ah mais a- il a- financièrement aussi, c'est pas juste, il a pas juste trouvé des fonds externes, c'est vraiment les fonds de la boîte. Ouais, exactement. Ouais. Non, Ok. il a Donc, il produit était, vraiment de A à Z, quoi. Ce qui Ouais. est rare, en fait, que Ah bah oui. des gens se placent comme ça. Bah Et- même dans les boîtes de prod, généralement, c'est plutôt pour récolter des financements externes. Quoi, après, je connais un peu moins dans le monde du documentaire, mais dans le monde du ciné, c'est souvent plus pour récolter des financements externes que de mettre des fonds vraiment de la boîte de prod, j'ai l'impression. Bah c'est ça, ouais. Ouais. Tu vois, lui, c'est comme ça qu'il travaille à la base. Lui, il a des contrats, il y a Ouais. des choses qui viennent, etc. Tu gères les flux, quoi. Ouais. Mais t'es pas censé mettre des sous propres. Et il m'a fait une passe décisive qui était incroyable, quoi. Ouais. En se disant, bon, bah, on va voir ce que ça donne. Et donc ce projet, dedans, tu mets en lumière pas mal de choses. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, notamment donc tu avais commencé à nous parler la première fois où on s'est rencontrés du fait que ça travaillait autour de la thématique de la maladie, de l'handicap. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu tout ça? Comment ce projet mettait en lumière Effectivement, ouais. Bah, du coup, Jusqu'en avec lui, c'est un projet qui est un peu entre les genres, on va dire. Ouais. Qui est pas facile à vendre à des télévisions parce que c'est plusieurs choses. C'est l'aventure, handicap, social. Oui. Donc, c'est pour des chaînes qui sont spécialisées. C'est soit nature, soit social. Chacun a sa ligne éditoriale. Et là, le on se fait de retrouve un tout peu mettre à un dedans, carrefour. c'est dur de... C'est dur parce qu'en même temps, on comprend les chaînes, quoi. Elles ont leur ligne éditoriale, elles partent des sujets. Et en fait, quand tu mêles plusieurs sujets, elles sont. D'accord, Ouais. on peut accepter votre film, mais vous êtes un peu. Ça, c'est difficile de le caser. Ouais. Je pense que je comprends les chaînes, elles ont leur ligne éditoriale, elles ont leur sujet. Et c'est difficile à caser, en tout cas.
Et l'idée, c'est que c'est mieux, par exemple, pour les chaînes, tu vois, c'est plus facile à vendre un projet avec une ligne, tu vois, direct, tu Bien pars d'un sûr. sujet, tu développes, tu vois, pour même les gens, pour les téléspectateurs, pour le vendre, pour le partager. Tu vois, c'est plus cohérent, tu vois. C'est dur de vendre des projets un peu mix comme ça, qui mixent plein de thématiques. Et l'idée, c'est que eux, en fait, leur créneau, c'est de faire des défis sportifs, l'association, Oui. pour parler de la maladie. Donc ça mêle aventure, sport, social, handicap. Tu vois, il faut parler de plein de choses. Et donc, du coup, ça pouvait rentrer après dans les codes et dans le créneau de la télé, quoi. Ouais, en fait, Mm. c'est compliqué d'entrer dans les codes parce que on demande en fait une thématique, on demande de faire simple en fait, parce que c'est compliqué de mixer des. Faut pouvoir le pitcher en 5 secondes et pas. Ouais, Et c'est faire ça, en tu vois, sorte que genre. tout de suite, tu as un pacte de lecture qui est clair, qui est défini, et quand on regarde le documentaire, on sait à quoi s'attendre dès le début, quoi. Exactement, ouais, Ouais. parce qu'en fait, faire un film déjà avec un sujet, c'est déjà compliqué. Bah ouais. Alors en gros, quand tu vas voir des chaînes et que t'es pas connu et que tu viens avec un projet un peu compliqué avec plusieurs thématiques, bah, ils sont en fait, déjà je te connais pas, en plus c'est risqué. En plus, il faut que tu mêles des thématiques différentes dans ton film. Ouais, C'est-à-dire qu'il ouais. faut que tu gères cette narration. Et donc ça a été quoi le Ouais, credo à la fin? Ça a été quand même de poursuivre dans le fait de mêler plusieurs thématiques et de prendre un gros risque dessus. Bah, le credo, en fait, du coup, vu qu'on n'avait pas de chaîne, c'était bon, Ouais. bah, on y va. De toute façon, on a la liberté artistique de le faire. Maintenant, faut que tu. Mon prod, du coup, il me suivait, il m'a encadré dans l'écriture. Du coup, on savait qu'on avait plusieurs choses à mêler, plusieurs thématiques à mêler. Et l'idée, c'était en fait que. De toute façon, on s'est compris avec mon prod là-dessus parce que moi, à la base, j'ai fait un master en scénario. Ok. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup à l'écriture, au scénario de fiction, mais ça s'applique à plein d'autres domaines. C'est comment raconter une histoire, en fait. C'est tes personnages, ta thématique, comment tu vas raconter l'histoire, sur quoi tu vas mettre un focus, qu'est-ce que tu vas essayer de mettre en avant. Tu vois, faut construire une histoire, tu vois. Tu as des Bah, bien outils, tu sûr. as des techniques. Et l'idée, c'est qu'en fait, moi, je m'étais dit, à la base, déjà, tu parles d'un handicapé. Tu parles du coup d'Olivier, le père. Il y a des enfants. Quel personnage tu suis, en fait? Et le Parce truc, que c'est que. moi, j'ai une question. Voilà, j'ai vu un peu le documentaire et tout. Du coup, toute la famille a le même handicap ou c'était juste le père et les enfants non, ils sont pas touchés par le handicap de Huntington. Alors, ouais, la maladie de Huntington, en fait, le truc, c'est que c'est héréditaire. Ok. Donc, Ouais. on va dire que tu as une 50% de chance. Ouais. Ok, d'accord. Et. Est-ce que je spoil? Ah. Non, Il faut peut-être pas. abonnez-vous. Mais, Bien joué. mais le truc, c'est qu'en fait, tu se poses la question, en fait, du coup, tu pars d'une maladie, comment tu l'abordes. Et en fait, nous, plus le projet avançait, plus on s'est dit, déjà, il y a une donnée qui est super importante, c'est que, en fait, on s'est dit, dès le départ, parler très vite de la maladie. Et après, évacuer un peu ce sujet de la maladie, parce qu'en fait, on peut pas faire 52 minutes sur Huntington. Et de toute façon, en fait, pour moi, les documentaires, les films, tu parles de personnages, en fait. Oui. J'aime bien cette phrase, je sais plus qui disait, c'est... en fait, un film, Ah oui, je sais qui disait ça. C'est Dan Harmon, celui qui a créé la série Rick et Morty. Ah oui, ok. Et lui, il a une super phrase, il dit genre, quand vous créez une série, un film, une œuvre artistique, en fait, la forêt peut être magique, mais les personnages, il faut qu'ils soient réels. Donc, C'est super intéressant. Et là, pour le coup, dans Rick et Morty, il y a vraiment ce credo avec des personnages où, dans leurs défauts, ils sont ultra réalistes, même si. bah exactement, ouais. Tu peux C'est vrai que j'avais jamais entendu ce genre de raisonnement, mais Ouais, moi non plus. c'est super pertinent. tu peux tout faire. Tu peux vraiment, littéralement, tout faire. Mais tes personnages doivent être réels. Ouais. Bah exactement, ouais. On prend un auteur au hasard, Tolkien, Au hasard. hein. au hasard. C'est pas parce qu'on en a parlé avant. Ouais. Ouais, non. Rien à voir. Ouais. Ah, vous en avez parlé? Ouais. Ok. On a parlé de rythme dans le montage, donc notamment le fait que la version longue des Seigneurs des Anneaux était plus courte, quoi. En tout cas passée comme plus courte que la version courte, vu que le montage Mais était plus... moi, j'ai même pas de souvenir de la courte. Ouais, bah, elle est En même longue. temps, à chaque fois, je regarde la longue, mais. Tout le monde regarde la longue, en fait. Bah, bien sûr, Ouais, c'est ça. hein. Sauf ceux qui l'ont découvert au cinéma. Mais c'est, tu vois, c'est ce qui est ironique dans le Seigneur des Anneaux, c'est que t'as des balrogs, il y a des gobelins, il y a des orques, il y a des elfes millénaires. Ouais.
Il y a plein de trucs magiques, mais au final, on suit des hobbits qui ressemblent en vrai à des Anglais du XXe siècle, quoi. T'es en train de dire que les Anglais sont petits? Mais qu'est-ce qui ressemble le plus à un Anglais de la campagne qu'à un hobbit, quoi. Ils boivent des bières, ils chillent comme Mais, ça, tout ils fument leur filmé. pipe. Mais en plus, il y a plusieurs Ouais. siècles, les humains dormaient dans des lits plus petits. Donc après, je sais pas au niveau de la taille si on était plus petit aussi, mais c'est vrai qu'il y avait ça aussi, quoi. Ouais, franchement, les hobbits, je sais pas, tu regardes le début du Seigneur des Anneaux, en fait, il y a des enfants, ils font des feux d'artifice, en fait, C'est tu super peux te humain. projeter à fond, ouais, Ah c'est bah, c'est super clair. humain. Et en fait, moi, franchement, je me dis, toutes les œuvres de fantastique, tu peux avoir des dragons, dans tous les cas, le plus important, comme Game of Thrones, Mm. il y a des dragons, c'est super impressionnant, mais finalement, moi, ce que j'adore dans Game of Thrones, c'est quand t'as Tywin Lannister qui vient mettre un coup de pression Ouais. à un autre dirigeant, et là, c'est les jeux politiques, et en fait, c'est très humain, c'est des dynamiques humaines, et c'est ça, en fait, qu'ils ont masterisé dans Game of Mm. Thrones. Les dragons, finalement, c'est... Oui, c'est accessoire. Ouais, C'est plus. c'est Je un crois que élément, les c'est un dragons, élément, en ouais. plus, on est vraiment dans la symbolique. Je crois qu'il y a tout un parallèle entre les dragons et la menace nucléaire, justement. Mm. Le fait que quand tu possèdes les dragons juste par le fait de pouvoir les utiliser, bah, tu as une force par rapport à tes camps, par rapport à tes ennemis, je vais y arriver, et donc tu peux mettre la pression, et je crois qu'il y avait tout ça qui était réfléchi dans Game of Thrones, et on revient vraiment sur des thématiques de notre monde, même dans le fantastique, et Bah, même c'est- pas que dans les personnages, même dans la C'est symbolique pour ça que des dans notre éléments. inconscient, on s'y retrouve aussi, quoi. Ouais, bah, c'est Mm. clair. Et ça, Ah je crois que ouais, c'est d'autant plus présent dans House of the Dragon, qui était excellent d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as vu, la série. Très bonne série. Ouais, Moi, non. vraiment. Pas encore. Parce qu'il La paraît, saison- elle est très sombre, c'est tout ce que Ah j'ai ouais, elle entendu. est sombre, ouais. Mais c'est différent vraiment que Game of Thrones. T'es pas dans Ok. les mêmes thématiques exactement. L'ambiance ressemble, mais n'est pas la même. C'est pas un copier-coller. C'est pas juste un préquel. Mm. Et je sais pas ce que t'as pensé de la saison 2 d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont pas aimé. Moi, je fais partie des gens déjà qui ont, pour moi, Game of Thrones, la saison 8, jusqu'à la fin, Game of Thrones, j'avoue que je défendrais, parce que Ouais. il y a, chaque fois, je pense que les gens oublient, mais les créateurs, les showrunners, ça faisait 10 ans qu'ils étaient sur la Mm. série, qu'ils travaillaient comme des malades mentaux, qu'ils ont mis leur vie de côté pour Game of Thrones, mais à la fin, c'est normal que tu vois, on aura reproché un peu on va dire des raccourcis scénaristiques, Ouais. que ça se finissait pas comme les gens l'imaginaient. Mais En fait, tu te justement, c'est dis, pour ça que c'est bien vu la fin. C'est qu'on s'imaginait pas ça. Ouais, aussi, mais Quoi, c'est... je trouve Mm. que ça, moi j'étais super content à la fin Après- de Game of Thrones d'avoir été surpris, tout simplement. Moi, j'ai quand même eu du mal après la saison 5. Ah ouais? En tout cas, la première fois que je l'ai vu, tu vas jusqu'au bout. Ouais. Tu vas jusqu'au bout parce que dans tous les cas, tu vois, c'est la première fois que tu la vois et t'es super dedans. Mais j'ai regardé une deuxième fois et à partir de la saison 5, ça m'a saoulé, quoi. J'étais bon. Alors que moi, justement, Après la fin de la la saison première 5, fois en que tout cas. j'avais regardé, je m'étais arrêté après Ouais. le mariage sanglant, je crois, parce que je trouvais que c'était une bonne fin. C'était il y a super quoi, longtemps, saison les 3 ou dernières 4, un saisons. truc on comme était ça Saison 3, pas- ouais. Ouais. Et en fin de compte, j'ai découvert Game of Thrones, j'ai regardé en entier qu'il y a quelques mois. Ah ouais. Et juste parce que c'est Ramin Djawadi qui fait la musique et que la musique Light of the Seven, je la trouve incroyable et que je sais qu'elle arrivait dans la saison 6 et que j'ai regardé House of the Dragon et que je trouvais ça fou et je me suis dit mais pourquoi j'ai jamais laissé une chance à cette série. Et là j'ai trouvé ça incroyable, mais vraiment incroyable. Je pense que c'est l'effet mainstream à l'époque qui m'avait un peu fait reculer, peu je sais pas, refroidi, ouais, quand sur tout le monde en sur le parlait truc, ouais. tout le temps, etc. C'était un peu saoulant. Ah, il y a eu un Ouais. tsunami Game of Thrones. hein. Ouais, du coup, C'est tu te vrai faisais que spoiler c'était- si tu suivais pas le soir même Ah ouais, non, mais l'épisode, c'était fou. Tu devais te connecter à 3h du mat sur HBO. c'est ça. Ouais, en moi, toute j'ai pas, légalité. j'ai pas connu ça parce que moi, pareil, je l'ai pas regardé à cette époque pour le côté mainstream aussi, j'avoue. Je l'ai vu plus tard pendant le confinement en 2020. En même temps, t'avais 8 ans quand c'est sorti. Non Non, j'avais pas 8 ans. Mais Petit c'est missile quoi qui la est apparu date comme ça. C'est quoi la date de la première saison de Game of Thrones? Un faucon Ah, je pense contre un que tu pigeon. peux aller vers 2011. 2011. 2011. Ah, ça va. Ça, t'avais 13 ans. C'était pas de ton Non, âge. j'avais t'avais pas pas- 13 ans. Non, j'avais 11 ans. Ah bah non, ouais, t'avais 2011. 11 ans, c'est moi qui avais 13 ans. Ouais, c'est toi qui avais Ah, on 13 ans. est Mais déjà je jeunes. défendrais la fin de Game of Thrones. Parce que, franchement, il y a un truc, je pense que les gens oublient aussi trop souvent, c'est qu'après la saison 5, déjà, il y a la bataille des bâtards qui est incroyable. Et c'est aussi Putain, je me rappelle plus. faut voir les making-of de Game of Thrones aussi. J'insiste un peu là-dessus, pardon. Ouais. Mais dans la dernière saison, du coup, il y a la grande bataille contre les marcheurs blancs. Oui, ça Et oui. il y a un Ouais. making-of de cet épisode. Et c'est Armageddon, le tournage.
Ils sont passés, les Mais techniciens, j'imagine même l'équipe pas. technique, je crois que c'est 40 jours de marathon de tournage, mais ils ont accompli un truc qui est malade mental. En fait, on se rend pas compte le travail que ça demande de faire tout ça, parce que tu as les décors, parce que tu es dans le froid, parce que tu dois faire une bataille, parce que tu dois rentrer dans des délais impossibles, parce que Game of Thrones, ils ont enchaîné les saisons. Hein. Ils n'ont pas eu de pause. Mm. Et ils sont Ah oui, passés mais c'est ça par qui est fou, l'enfer hein. pour tourner ça. Et j'avoue que j'ai du mal à me dire que ce que j'ai vu, moi, à l'écran, c'était quand même fou. Ah bah, c'est C'était clair. fou. Le Après, son, ils- le son et la musique aussi, Valou, dedans, moi j'ai trouvé ça Ouais, ouais. incroyable. Hein. Bah, la musique, ouais. Le travail qu'il y a eu. Le son, je pourrais pas. Je pense qu'il est bon, hein, ça c'est certain, mais Mais je tu l'as pourrais pas pas écouté, redire parce qu'à l'époque, je dis pareil, ça date d'il y a 5 ans quand je le regardais, donc du coup, j'avais pas le système Ouais. que j'ai aujourd'hui et je l'ai pas regardé dans de. Bah là, moi, je l'avais Dans des regardé du conditions coup en excellentes, 5 quoi. points avec le système Ouais. que tu connais qui est pas incroyable, mais par contre, vraiment, tu le sens tout de suite que le son est fou, quoi. Ok. Vraiment, et la musique, de toute façon, Ramin Djawadi, c'est un compositeur de malade. Le J'adore fait la de musique faire de de. film. Ah. Je suis trop fan. Moi, j'aime pas. C'est vrai, ça m'étonne. C'est très étonnant, ouais. On va faire un podcast ASMR maintenant. Ah, d'ailleurs, je vous conseille, j'ai travaillé sur une émission qui s'appelle Le Son d'Alex, sur Ok. Télématin. Et en gros, c'est une émission sur la musique. C'est un 2 minutes 30 sur la musique. C'est un. Je connais pas du tout. Ah, Ça passe sur Télématin, ouais, ok. c'est une chronique, c'est une capsule. C'était des super tournages parce que j'ai rencontré notamment Hans Zimmer, j'ai rencontré plein de T'as gens de rencontré la Hans Zimmer musique on a fait l'interview. Incroyable. Du coup, j'ai pu voir Hans Zimmer aussi en live à Bercy. Waouh. Bref, Moi, je- la musique de film, c'est génial. Oui, bah, ça c'est clair. Et surtout les concerts de musique de film, ça peut être assez. Surtout la musique épique. Mais en tout cas, pour revenir un peu au sujet, parce qu'on avait un peu. On est parti un peu sur Game of Thrones, c'est mais ok, ça c'est hein, nos c'est ok. habitudes. Hein. Nous on aime bien. On en était du coup sur ton documentaire. Alors, nous on s'était posé une petite question. Est-ce que tu as vu le documentaire Kaizen de Innostag du coup ou pas du tout? J'ai vu une partie. Ouais. J'ai vu une partie. Et sur le projet, nous forcément, ton projet ne se calque pas du tout dessus, n'est pas du tout le même genre de projet, mais par contre forcément sur le côté préparation physique, Il y a sur une le similarité, fait ouais. de gravir une montagne, Ouais. forcément on pense à ce documentaire-là. Toi, t'en as pensé quoi de ce que tu as vu en tout cas et du projet en général C'est Innostag. un. Bah, déjà, en fait, c'est pas du tout la même échelle de projet. Ouais. On va dire que Kaizen, c'est produit, il y a des moyens. C'est 1 an de préparation, c'est un gros film quand même. Hein. Ils ont pas Ouais. rigolé, hein. Ils ont mis des. Innostag, il a mis des moyens. Ah oui, bah c'est clair. Hein. Et Oui, il avait en plus, enfin, je pense qu'il avait les moyens de son ambition. Mm. Et il y a mis les moyens. Et en vrai, tu vois le résultat, tu te dis, sur YouTube, c'est sorti ça. Enfin, Ouais. c'est pas que sorti sur YouTube, ils ont fait une première en plus en salle. Oui, Au qui a Grand bien Max, marché. je ouais. crois, c'était non. Ça a cartonné. Ouais. Je sais pas si c'était au Grand Je Rex, sais plus. mais. Mais en bah tout cas, après- oui, et nous, c'était vraiment ce qu'on s'est dit, c'est super bien produit. Ça, c'est clair et net. Et dans le monde du documentaire, c'est vrai on peut avoir des standards qui sont pas aussi bien produits que dans le cinéma, alors que lui, il allait chercher quelque chose vraiment de documentaire Netflix en termes de production. Ah bah en production, ouais, le film est bien, tu vois. Je sais pas si c'est au niveau des prods, parce que Bah, Netflix en termes Oui, de peut-être pas, qualité mais par technique, contre, il tu vois. allait chercher sur ce. Ouais, il y a mais des- sur la il y a production, des très bons passages, mais après, moi, ce que je trouve à redire et que je dis à tout le monde, c'est que je trouve vraiment que c'est tourné comme une vidéo YouTube, en fait. Ah ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont eu ce reproche-là. Bah, en fait, il y a très peu de passages où tu as le temps d'admirer les plans, où il y a des moments de chute, un peu de pause. Au final, tout est très très rapide. Tout s'enchaîne très rapidement, des plans de 1 seconde, 2 secondes, ça s'enchaîne, Ah bah, ça c'est s'enchaîne. Et t'as jamais vraiment le temps de respirer dans le documentaire. Bon, Donc après, plus en termes de j'imagine, montage, toi, tu Ouais, en tu termes trouves à de- redire en termes de en termes de montage. montage. Après, il y a Et du des, coup, toi, Ruben, sur ton aspect réalisateur, du coup, au-delà de la production, au-delà du fait qu'il avait les moyens, qu'est-ce que tu as pensé Parce qu'il y a eu beaucoup dessus, il y a eu beaucoup de critiques sur l'aspect documentaire, où beaucoup de gens disaient que c'était pas un documentaire, d'autres disaient que si c'était un documentaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce projet en général, au-delà de la production, au-delà... Bah, en fait, c'est dur à dire. Je trouve que c'est dur d'avoir un bon avis, Ouais. je trouve, dessus, parce que c'est très complexe, en fait, finalement. Moi, quand on me parle de qu'est-ce que c'est un documentaire, un reportage, c'est quoi la différence? Ouais. Putain, faut être... Ouais, ah Pardon. bah, c'est clair. Hein. faut être précis, tu T'as vois, faut raison. être extrêmement précis. Ouais. Et moi, je me rappelle qu'en cours, on a vu un prof de juridique du cinéma. Ouais.
il nous avait dit, en fait, les gars, si vous le prenez en termes vraiment très techniques, pragmatiques, tout est pareil, hein, c'est 1, 0, 0, c'est du code. Ce que vous faites, c'est Ouais. de la vidéo. Ah, tout le reste, c'est un... Oula, pardon. Pas de souci. C'est un curseur que tu vas placer, c'est des codes. Les codes des télés correspondent... Enfin, c'est très dur de s'en sortir et de donner une définition, parce que je pense qu'il n'y a pas de définition, pour moi, précise pour l'instant, tu vois. Ouais. Tout ce que je sais, c'est que Kaizen, c'était un... Inox Tag, c'est un YouTuber, donc il a les codes de YouTube, donc il a une communauté, et en fait, il a construit des codes sur des années, et donc ces codes de narration, en fait, c'est les siens, et donc ils sont dedans, quoi, ça infuse. Donc en fait, Ah bah, c'est c'est pour clair. ça que je pense qu'il y a un truc entre les documentaires que tu peux voir, où toi, du coup, tu vas être plus sensible, par exemple, à certains documentaires, un type de narration, parce que tu vas te dire, ok, moi, t'as vu énormément de films, t'as une sensibilité, t'as une éducation, en fait, déjà à ça. Et donc, du coup, ouais, tu vas te dire, ouais, mais je reconnais des codes YouTube. Moi, pour moi, c'est pas exactement un documentaire. Moi, ça m'a fait un peu cet effet parfois. Je me dis, dans Kaizen, tu vois, genre, tu peux le... En plus, t'as plein de gens qui ont critiqué le fait de monter sur Mont Everest en ce moment. Ça, ouais, c'est sûr que c'est encore autre chose. Ouais, ça, Mais il y c'est a un un autre point Mais de là, vue, il le mais- retranscrit bien, par contre, dedans, Ouais. justement, ce côté, cette problématique du tourisme de masse dans Oui, le monde oui, Everest. Et au moins, lui, il s'est préparé pour le coup. Parce que je pense que c'est beaucoup aussi les critiques qu'il avait, c'était le fait de partir sans être alpiniste. Et là, pour le coup, je trouve qu'il s'est bien fait accompagner. On le voit vraiment dans le documentaire et il s'est préparé. Après, c'est pas un sportif de base, il s'est pas préparé toute sa vie, mais en tout cas, il a fait une vraie préparation physique. Et encore plus alpiniste. que certaines personnes, parce que ce qui est montré, ouais. c'est qu'il y en a beaucoup qui font même pas de préparation et Ah bah, qui c'est se ça. pointent Juste juste pour un là-haut kiff. et qui mettent tout le C'est monde en clair. danger. Donc, Ah bah, c'est pour ça, le coup, exactement. non, moi, c'est sûr que sur le côté sportif, j'ai rien trop retrouvé à dire, en tout cas sur le côté préparation et sur le côté après écologique de la chose et financière, ça c'est encore autre chose. Ouais, et Après, au-delà de ça, le côté humain, moi, il y a des choses qui me dépassent. Quand au début, pour avoir son sommet, justement, à un moment donné, tu le vois, il y a quelqu'un qui est en manque d'oxygène et ils finissent, ils s'en occupent, ils lui disent par où redescendre, mais ils finissent par le laisser sur place. Et par contre, à la descente, quand ils ont fait le sommet, pour le coup, quand il y a quelqu'un qui est en manque d'oxygène, ils lui donnent la bouteille, ils sont à fond, ils font des belles images de c'est génial, on sauve une vie. Mais par contre, à la montée, moi, il y a vraiment une image qui m'a choqué, c'est de me dire à quel moment quelqu'un qui est seul en montagne, même si tu n'auras jamais ton sommet, à quel moment quelqu'un qui est seul en montagne et qui fait un malaise, on le laisse sur place. Et moi, il y a ces images qu'on avait eues, je crois que c'était sur le K2, de personnes qui piétinaient, d'alpinistes qui piétinaient un cadavre, quelqu'un qui était en train de mourir. Et c'est vraiment ça qui me dépasse dans ce genre de... dans cette recherche du sommet. C'est à quel moment on est capable de laisser un autre être humain mourir sur place. Ou peut-être pas mourir, mais on peut pas savoir, quoi. Un être humain ouais, blessé. tu reproches un peu ce côté hypocrite du coup Ah, moi, ça me... dans le c'est- documentaire. C'est le seul truc que j'aurais à redire sur cette vidéo, c'est le moment donné où justement, moi, Voilà, ça m'a... La musique aussi. Oui, non, la musique aussi. Moi, j'ai pas aimé la musique de ce documentaire, les pics électro tout le long. Et justement, exactement comme tu as dit sur les images, je pense que dans la musique, il manque vraiment un côté contemplatif. Exactement. Ouais. Ça, c'est clair et net. Après, je pense que c'est selon les goûts. Je pense que beaucoup de gens, justement, cherchent ce côté épique, d'aller chercher le sommet, etc. Et peut-être que c'est juste moi, par rapport à ma propre relation avec la musique de film et la montagne, qui n'a pas du tout ce côté épique de la montagne. Mmh. Ma vision de la montagne, c'est pas du tout quelque chose d'épique, c'est quelque chose de poétique. Et du coup forcément, avoir une musique électro-épique tout le long, qui laisse aucun silence, aucun moment contemplatif, ça m'a un peu... Ben moi, j'ai eu une discussion intéressante là, avec des amis à mon frère qui sont un peu plus jeunes, où ils me disaient que eux, ils avaient vu ça sur le fait que, qu'en fait, toute cette génération à qui ils s'adressent, il y a l'histoire du manque d'attention qu'il faut capter tout le temps. Et du fait que en fait, si tu t'amuses à faire un truc vraiment contemplatif, qui prend plus de temps, les gens décrochent et du coup sont moins dedans. Et du coup, voilà, il y a. Après, c'est vrai et faux parce qu'en vrai, quand tu vas voir un film au cinéma, t'es dans le film ou si t'es un peu con, On t'es en sur ton revient au téléphone. Seigneur des Anneaux, Mais, version longue, où le c'est rythme ça. est mieux foutu, malgré des scènes Oui, beaucoup voilà. plus longues, Mais, tu t'ennuies moins, quoi. Peut-être qu'Inox Tag a vraiment visé la prod ou voilà comment il a réfléchi le documentaire, voilà pour aller dans cette direction-là, quoi, en tout cas. De toute façon, là, c'est pour aller de base, quoi. Vu le nombre de gens qu'il a réussi à toucher dessus, vu le projet qu'il a fait, vu le public qu'il a trouvé, c'est clair que je pense qu'on peut pas dire de façon objective que
que c'est un mauvais projet ou que c'est un échec. Bah Je non, pense que c'est le contraire totalement, ouais. là-dessus. Et il y a un vrai message dedans qui est assez. Ah bah je pense qu'il y a Ouais. une vraie réussite commerciale et je pense qu'ils ont atteint leur objectif aussi. Hein. Mm. Mais après, je suis d'accord sur les discussions, tu vois. Je pense que tu vois, c'est important de dire que Inoxtag, tu vois, c'est un beau projet ce qu'il a fait Oui. et que c'est impressionnant ce qu'il a fait. Ah bah ça c'est clair. Hein. Et moi, de mon côté, je me dis, moi, le seul truc que j'aurais à dire, c'est que c'est pas ma sensibilité de narration, Ouais. on va dire. Ouais. Parce que c'est une narration qui... C'est vrai que c'est spectaculaire, on prend pas trop le temps, et en fait, c'est beaucoup tourné autour de lui. Donc du coup, il a fait Ouais. un commande de film sur lui. Donc ça... Moi, par exemple, ce que ça me racontait, du coup, l'histoire de ce mec-là, du coup, qui veut réaliser son rêve et monter l'Everest. Après, j'avoue que moi, il me manquait des choses, tu vois. Il me manquait peut-être d'autres enjeux, il me manquait un recul, il me manquait... Tu vois, c'est pas mon style de narration, tu vois. C'est pas... Mhm. Mais tu vois, j'assume de le dire, tu vois. Et je Ah pense oui, qu'il y a bien sûr. d'autres gens à qui ça plaît. Mais après, ça n'empêche pas que le projet soit impressionnant et que c'est soit une réussite. Et surtout, ils ont fait... Moi, j'ai eu des échos un peu du milieu. Le mec, il arrive, il sort un projet au ciné. Il y a eu des millions de gens qui sont allés le voir, déjà sur YouTube. Ouais, mais ça c'est fou. Mais il a ramené des tas de gens dans les salles de Ouais, ciné. à s'en Pour les prendre distributeurs, à s'en prendre des amendes de l'Odus Sensei, quoi. Ouais, C'est aussi, ça bon, Parce que ça, quoi, il Ça, avait c'est pas la de, France, ça, encore une fois. il mais- avait pas de, encore autre chose. il avait pas de visa. Ouais, pas de visa. ou d'exploitation. Ouais, je crois que c'est ça. Ah ouais, ouais. mais ça c'est. Je crois qu'il y avait, je crois qu'en fait, attends, je sais pas si c'est le visa d'exploitation, c'est possible. Ouais. Ok. Mais en fait, je crois qu'en fait, il avait un nombre de Ah non, oui, copies c'est ça. limitées. Ouais. Mais donc du coup, ils ont explosé Ah. le nombre de copies, et donc du coup, ils l'ont diffusé beaucoup plus que prévu. Oui. Mais en même Oui, temps, oui. des cinémas, tu leur dis, ça te dit. Enfin, Bah, Après, cette les règle cinémas est un étaient peu impossible de prévoir, arbitraire, quoi. mais les je crois, cinémas mais- étaient Ouais. contents, ça a rempli Bah les ouais. poches Et de surtout, pas mal de monde, quoi. c'est un public qui n'était pas forcément proche des salles de cinéma. Le public YouTube, en tout cas, quand même assez jeune de ce YouTuber, n'est pas forcément celui qui est le plus habitué aux salles de cinéma. Et je trouve ça effectivement génial de pouvoir justement valoriser le cinéma et pas juste YouTube dans ce projet. Bah ouais, du coup, en Ouais. fait, il a essayé de l'ouvrir un petit peu. Et après, quand je prends Kaizen, là, bah, moi, j'ai pas envie de tirer dessus parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, il a eu une réussite et je trouve qu'il y a vraiment des bons trucs dedans. C'est quand même un projet réussi. Et tu vois, au cinéma, on voit pas que des projets réussis. Malheureusement, tu vois, c'est quand même super dur de faire un film. Je pense qu'il faut le rappeler. Oui, Ouais. il paraît. Et d'arriver au bout de ça, tu vois, déjà, Tu dois en avoir un sur 10 qui sortent à la fin, quoi. bah ouais, tu vois, qu'il soit allé Encore au quoi, bout je et dis, tout, hein. c'est quand même impressionnant. Et sur Ouais. ses moyens, enfin, c'est. Ah Moi, bah, je c'est trouve clair. que ouais, il y a des choses à s'inspirer, mais ça n'empêche Mm. pas d'être critique et de donner Non, son avis bien Et dessus. c'est pas tu vois. qu'une question de pognon, de réussir à aller au bout d'un film. C'est aussi ça Ouais. qu'il faut rappeler, c'est que même en ayant énormément de sous pour le film, de budget, ça veut pas dire que le film réussira à sortir un jour ou à être exploitable. Bah non, c'est ça, ouais. c'est En des plus, ressources humaines qui sont énormes, quoi. Et à fonctionner après aussi, quoi. hein. Ouais. Ouais. Ah bah oui, c'est clair. Comme là, il y a pas longtemps, il y a eu la sortie de Mickey 17. Je sais pas si vous l'avez vu. De quoi Mickey 17. Je sais pas pas du tout ce encore que vu. c'est. On reparle de Encore vu Disneyland, Non, c'est on fait un lien avec. Non, non, c'est Bong Mickey Joon-ho. 17, c'est- Tu sais ouais. faire l'imitation de Mickey d'ailleurs? pas du tout. Ah, je suis J'ai déçu. d'autres imitations en stock, mais Mais on en veut une, on en veut une. tout à l'heure, peut-être. Ok. J'étais en train de réfléchir là. Tu parlais de Mickey 17, non, excuse-moi, je j'avais t'ai coupé. Tu as mis d'autres choses dans la tête. Mais bon, j'ai pas commencé à On va m'amuser à faire faire un des podcast de imitations de 12 Mickey. heures. C'est bon, c'est fini. Si vous voulez une imitation, abonnez-vous, laissez un commentaire. Et s'il y Et a on plus de a- 10 000 likes, on fait une imitation Oh, tous. j'adore. Mais en fin de compte, on va Ah ouais. t'embaucher dans le studio. hein. C'est- Tu vas être notre communicant. Voilà, on rappelle une nouvelle fois, petit like, petit abonnement, ça fait plaisir. Mais du coup, oui, Mickey 17, vu que tu ne sais pas ce que c'est, t'as pas vu Parasite? Moi, je l'ai toujours pas vu. Je sais pas si Ouais. tu t'es adressé à moi. Ouais, toi, ouais. Ouais, je suis désolé. Hein, Non, pas de soucis. Mettez en commentaire si vous êtes outré que je n'ai toujours pas vu Parasite. Bon, après, par contre, je trouve pas que ça soit le meilleur film coréen. Moi, je mange énormément de films coréens. Enfin, j'en regarde beaucoup. Et je trouve pas que c'est le meilleur, mais c'est vrai qu'il est bien. Et du coup, Ouais. c'est le Mickey 17, c'est le nouveau film qui est sorti au cinéma de Bong Joon-ho, si je le prononce bien, donc le réalisateur de Parasite. Je suis sûr que Avec, tu le prononces pas bien, mais Ouais, c'est pas grave. Et du coup, avec. Mettez-le avec- en commentaire. Le forceur de ouf. Ouais, c'est ça. Mettez la bonne. Mais du coup, je sais même plus pourquoi je parlais de ça. Mais donc, le ouais, problème. Mickey 17, super film à très gros budget, donc qui a été donc nouveau film de Bong Joon-ho suite voilà, au carton de Parasite, avec un très très gros budget et qui a, Ah oui. qui a totalement pas bidé au cinéma, mais qui a pas du tout fait les chiffres. les chiffres qu'il Escomptés. devait faire. Voilà.
pour apporter de l'argent, quoi. Et donc, je crois que c'est à HBO, ils l'ont mis au bout de 2 semaines sur les plateformes de streaming parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait pas, quoi, en termes d'entrée. C'est dur. Ouais, C'est dur. c'est dommage. Ouais. Mais c'est un vrai sujet. Hein, on est dans une industrie. Hein. Ouais. C'est une industrie. C'est pas que de l'art. Il faut aussi le faire marcher. Il faut le communiquer. C'est bien de faire un film, mais il faut aussi que les gens l'aient vu, quoi. Dédicace C'est à ça. David Lynch et à Dune. Oups. Adam Smithy, je crois que c'est ça l'alias quand tu fais des. À la base, il avait signé le Dune. Ah oui, il a mis, c'est refusé le de seul signer. c'est le seul qu'il a, je sais plus comment on dit, mais dénigré derrière, quoi. Où il a Ouais. pas voulu mettre son nom dessus. Ah, ils ont dû faire une Ouais. version de télé où il avait pas le Final Cut. Et il a dit écoutez, les gars, c'est mort pour moi. Je vais le Il y aura signer pas mon Alan nom. Smithy. Et ça, c'est un peu l'alias de tous les gens qui veulent pas. Quand on en voit pas dans leur les, film. je sais même plus à qui on a parlé justement de ça avec quelqu'un qui avait toujours le même nom dans les génériques quand on voulait pas signer à son nom, Ouais, c'est avoir exactement un ça. pseudo. Ah oui, il y avait un truc comme ça, ouais. Et donc pour revenir un petit peu à ton parcours, parce que nous on est sur une structure un peu en yo-yo dans ce podcast. Ah ouais, mais c'est fait pour ça. Oui, clairement. Donc depuis des années, tu travailles sur des projets donc assez artistiques, même si ça veut tout et rien dire. En tout cas, tu as fait à la fois de la fiction, comme on vient de dire, tu es parti dans le documentaire, et tu travailles aussi sur des projets publicitaires. Dis-moi si je me trompe. En tout cas, on a cru comprendre ça. C'est divers et varié. Comment tu parviens à allier tous ces domaines? Est-ce que ta patte se retrouve, ta patte de réalisateur se retrouve dans chacun de tes projets, ou est-ce que c'est des projets totalement différents? La question, c'est comment j'arrive à me repérer là-dedans, comment j'arrive Ouais. à me placer. Comment t'allies, en gros, quelques mots sur comment t'allies ces 3 domaines-là? En tout cas, là, j'en ai cité 3, il y en a même plus par rapport à notre discussion de tout à l'heure, mais est-ce que ces projets sont en lien les uns avec les autres? Est-ce que vraiment, toi, en tant que réalisateur, quand tu vas faire une pub, on va reconnaître ta patte? Quand tu vas faire un documentaire, on va reconnaître ta patte? Est-ce que, est-ce que tu pourrais nous en dire plus un peu sur ces 3 casquettes que tu portes? C'est une question extrêmement intéressante parce que là, on parle en général, tu vois, à partir du moment, je pense, où tu veux faire un métier artistique, Oui. on va se poser l'enjeu de c'est quoi ton style? C'est quoi ta patte? C'est quoi ta particularité? C'est un vrai enjeu aujourd'hui d'avoir une différence, de se différencier des autres et D'avoir d'apporter un fil quelque chose rouge. d'unique, tu vois. Et c'est dur à comprendre au début ce que ça veut vraiment dire, tu vois. Et généralement, en plus, j'ai eu le conseil d'un mec qui m'a dit si vous voulez aller sur les tournages, peut-être ne demandez pas, genre, engagez-moi. C'est de me dites, en fait, moi, je peux vous apporter quelque chose. Qu'est-ce que je peux vous apporter, tu vois? Et il y a un truc vraiment de cette patte, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un style qui se différencie, parce qu'on est dans une époque qui se standardise beaucoup. Ouais, Ah bah, surtout. Surtout, et en fait, d'avoir un... Tu vois, par exemple, quand on est en école, pour moi, l'école de cinéma, l'école de technique, c'est de nous enseigner une méthode, de nous faire comprendre les choses profondément, de nous faire comprendre comment ça marche, et après, ça devrait être tout devrait être en fait fait pour se développer. Développer un style, développer sa patte, parce que personne ne marche pareil, personne ne marche de la même manière. Et par exemple, nous, on étudie en école scénario des scripts, des scénarios des frères Cohen. Ouais. Oh, mais ça ne ressemble à pas d'autres scénarios que tu vois, c'est pas standard, c'est pas mais les tu frères vois. Cohen, ça, on pourrait. Tu pourrais faire C'est des épisodes dessus. incroyable. Ils ont une patte incroyable. Et on la reconnaît tout de suite. C'est ça qui est fou, c'est que. Mais tu vois, genre comment Tarantino. Comment tu définis un style? Tu vois, Tarantino, Ouais. enfin, il y a que lui qui a écrit ce qu'il fait. Et tu vois, par exemple, Tarantino, sa patte, et il te l'explique très concrètement, c'est que je vous enterre sous un tas de dialogues cool, etc. En fait, j'enterre l'exposition. En fait, c'est ça la tactique dans un scénario, l'exposition, là. Faut trouver un moyen de la délivrer de manière cool, bien. Faut pas que ce soit agressif pour les spectateurs. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant qu'un film qui explique des choses. Quand le film t'explique et tout, quand les dialogues sont genre « Oui, mon objectif, c'est de trouver ma mère... » Oui, ça c'est clair. C'est le show don't tell. Exactement, show don't tell. Ouais. Et tu vois, il y a des... Alors d'ailleurs, en plus, je recommande à tout le monde de voir un TEDx d'un mec qui s'appelle Andrew Stanton. C'est qui est un des créateurs, je pense, qui nous a tous influencés. Ok. C'est un des scénaristes, je crois, showrunner.
scénariste du monde de Nemo, de Ah ouais Wall-E, Ah, d'accord. des Moi, films. c'est Dory. C'est lui aussi qui était sur Dory. Parce Possible. que j'ai adoré Le Monde de Nemo, mais Dory, c'était un autre niveau. Ah ouais. Vraiment, Je l'ai pas vu encore. il y a des moments, ouais. j'étais ému, mais vraiment ému. Je surconseille Dory. Ah bah je vous surconseille Dites-nous en le commentaire. TEDx d'Andrew Stanton. C'est 17 minutes, ça va très vite. Mais en fait, à la fin, c'est un espèce de... Ton cerveau explose. Comme le mème un peu du mec, genre... En fait, tu te rends compte qu'il te parle de storytelling et en fait, Ouais. il te raconte une histoire en faisant un TEDx et tu le vois pas passer. Mais en fait, t'explique tout ce que c'est le storytelling. Et donc, c'est hyper intéressant. Et en fait, il t'explique que ça vient quand même... C'est un truc organique. Ouais. Ça vient en fait profond. Et tu vois, quand on parlait du style, moi là, pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour essayer de savoir quel style j'ai. Je sais que j'ai des préférences. Je sais que j'aime bien les longues focales, par exemple, Ok. quand on tourne. Parce qu'en fait, t'es proche de la personne et c'est beau d'avoir, tu as un visage, d'avoir des détails, de voir ce qui se passe dans les yeux. Parce qu'en fait, on fait un métier quand on parlait, par exemple, de raconter des histoires, etc., la forêt magique, les personnages réels. C'est important dans notre métier, dans le métier de l'image, par exemple, de voir les yeux, de voir la bouche, les sourires. Parce qu'en fait, c'est là que ça se passe et le spectateur, il va réagir à ça, à fond. Ouais. Ce qui se passe dans les yeux, c'est hyper important. Un silence ou tu vois, genre, toutes ces pauses-là, nous, on travaille en fait dans un métier qui est compliqué. Ce qu'on fait, on part d'un énorme truc général, d'une idée, et on arrive à des détails hyper précis. Ah bah tout, c'est une création d'univers. On pourrait même relier ça à Tolkien, encore une fois. Mais en tout cas, là-dessus, moi, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, parce que ma question, elle portait sur la patte. Et là, tu me parles du style. Et je me demande si c'est la même chose. Parce que moi, par exemple, en tant que compositeur, je pense que ma patte de compositeur, je l'ai. Alors que pourtant, je vais composer, ça de toute façon on le voit, surtout qu'on fait de la publicité, on fait quand même beaucoup de choses où il va y avoir des demandes très précises, et même dans le cinéma, le film qu'on a fait sur Canal, je crois qu'il y a 4 ou 5 styles différents de musique, et pourtant, tu vois, le style n'est pas le même, mais la patte reste la même. Est-ce que tu penses pas que ça serait ça, justement, le fait de reconnaître un réalisateur, son écriture, là pour le coup c'est plus un scénariste dans ce cas-là, mais en tout cas reconnaître vraiment à l'image le travail de quelqu'un, est-ce que ça serait pas plutôt lié à la patte qu'au style ? Quand je dis la patte, c'est un peu... mais Peut-être définir ça... patte et style, tu vois. Ouais, alors, qu'est-ce qu'une patte, c'est un style, c'est un... Pour moi, le style, ça serait plutôt lié au genre, c'est-à-dire le style, ça serait plutôt lié à... là, on est dans un documentaire, justement... Là, on est dans un documentaire. On va avoir un pacte de lecture dans ce documentaire, comme on parlait tout à l'heure, qui va nous dire qu'on est dans ce style de documentaire, ou alors on sera dans un film d'horreur. Ou alors, en fait, pour moi, le style, permet c'est de plutôt quelque chose d'assez. Un artiste, quoi. Ouais, non, Ouais, justement, pour moi, le style, c'est l'inverse. Le style, c'est plutôt quelque chose. Non, moi, je parlais de la patte. C'est ça. Alors que la patte, pour moi, ça va être justement ces petites subtilités, ces petits clins d'œil. Que va y avoir dans la réalisation, dans l'écriture, dans la composition d'une musique, que tu vas réutiliser, que ça va être ton fil rouge en fin de compte. Et ça, pour moi, ça passe par... Tu peux faire un film d'horreur, tu peux faire une comédie romantique et avoir quand même la même patte, mais pas forcément le même style. Je sais pas si c'est clair, mais... moi je l'expliquerai, par exemple, moi qui écoute beaucoup de métal, il y a des guitaristes. Des fois, ça peut m'arriver, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, qui étaient en featuring par exemple sur d'autres groupes ou d'autres musiques, et j'ai réussi à reconnaître quel guitariste c'était, sans même voir le nom de qui c'était. C'est ça. Et pourtant, t'étais dans un autre style de musique. Dans un autre style ou avec un autre groupe. C'est pas le groupe de la personne originale, mais il est en featuring, mais je l'ai pas forcément vu, et je reconnais quand même que c'est ce guitariste-là parce que il a sa patte, quoi. En fait, il a son doigté, ses techniques, et du coup tu le reconnais directement. Et typiquement dans la réalisation, ça pourrait être Damien Chazelle. Damien Chazelle, le fait de pouvoir reconnaître vraiment entre Babylone, entre La La Land, entre First Man, qui sont quand même dans des... alors Whiplash, pour le coup, on pourrait le mettre en lien avec d'autres films, mais par contre, si je prends vraiment La La Land, First Man et Babylone, pour moi, c'est totalement unique, c'est totalement... c'est chacun dans un style nouveau et qui a rien à voir entre eux. Pourtant, la réalisation de Damien Chazelle, on la reconnaît dedans. Et c'est ça vraiment pour moi la patte, tu vois.
Ah d'accord, d'accord. Parce qu'en plus, oui, c'est vrai que tu prends des exemples l'exemple de Damien Chazelle. Ouais. En fait, lui, par exemple, dans Whiplash ou dans La La Land, lui, c'est vrai qu'il va prendre la caméra, il va faire fla! Il va te Ouais. faire Hmm. des mouvements de Ouais, caméra ouais. hyper subites comme ça pour passer de l'un à l'autre. Hmm. Et c'est vrai qu'il y a un truc Ouais. à Damien Chazelle, il y a vraiment. Parce que j'étais en train Dans de les réfléchir procédés, ouais. à Pat et Style, comment essayer de définir les deux différemment. Mais je pense que je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est assez abstrait, hein, mais Non, mais Ouais. c'est c'est plus intéressant facile de. en musique parce que les styles musicaux, c'est facile à définir. Donc, si on prend voilà, pour le parallèle avec la musique, c'est typiquement reconnaître un compositeur qui compose à la fois une salsa et à la fois une musique orchestrale. On va reconnaître le compositeur, ça va être par la patte et pas par le style. Je vois ce que tu veux dire. Ah, Alors, je saurais pas du coup comment répondre précisément pour chacun, la patte et le style, mais en tout cas, c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire, c'est ce qui Ouais, t'influence, c'est ce que tu aimes mettre en avant, c'est ce qui va te parler, c'est ça. c'est comment tu vas le faire. C'est vraiment comment tu vas le faire aussi, moi, je pense, qui est déterminant. Et aussi voir où ton œil va s'attarder, en fait, dans un projet, quand on va parler d'une idée. Je pense en musique, il y a quelque chose que tu vas attendre. Il y a quelque chose Ouais. auquel tu fais attention plus que d'autres. Il y a des choses auxquelles tu fais Mhm. attention plus que d'autres. Moi, si je reviens moi à ce que je fais, par exemple dans le doc, il y a différentes manières de raconter. Et même dans la fiction, en règle générale, dans le cinéma, il y a différentes façons de raconter. J'essaie de faire un parallèle avec le son et la musique, comme ça, Ouais. ça tout le monde va comprendre. Tu as le choix de soit te concentrer sur l'histoire. Dans les scénarios, tu vois, on te dit soit c'est l'histoire, soit qui est ton centre, qui est le centre de gravité de ton film, soit c'est les personnages, soit c'est l'arène. T'as 3 choix, on va dire. C'est très rare que t'aies des films sur l'arène, tu vois. Mais généralement, t'as plus des films soit qui sont par l'histoire, soit où tout se centre sur le personnage. Donc c'est caractère ou story driven, tu vois. Je crois que c'est ça. Caractère driven. C'est un Ok. terme qui définit en fait le fait de Centré. ouais, Ouais. centré autour du personnage. Donc tu vas Ouais. développer autour du personnage. Et généralement, ça, c'est des histoires et c'est des manières de faire des films qui sont assez fortes. Parce qu'en fait, tu vas installer un truc très logique autour du parcours du personnage. Donc les gens vont suivre ça et peu importe où ça va aller, en fait, ça va être cohérent, ça va être évident, ça va être. Je sais pas comment dire, mais c'est efficace en fait comme manière de raconter. Hmm. Mm. Parce que tu t'intéresses à une histoire, parfois ça peut être dilué. T'as un personnage qui arrive, parfois c'est un peu recousu de fil blanc, tu vois. Mais si tu te centres, je pense, sur le personnage, t'es moins susceptible de te tromper parce que tu vas réfléchir à une manière logique, cohérente, organique Ouais. de suivre l'histoire en fait. Ça va être une cause-conséquence, le personnage va entraîner ça, qui Hmm. va entraîner ça. Je pense que c'est intéressant. Moi, j'essaie de m'intéresser plus au parcours de personnage Ouais, c'est excellent ça. dans le storytelling. Surtout dans le milieu du documentaire, c'est intéressant. Je pense d'être centré sur les personnages et pas forcément quand on s'éloigne totalement des documentaires animaliers, des documentaires qui vont être là pour être Ouais. pour expliquer des phénomènes, pour avoir une vision totalement extérieure et neutre, parce que j'imagine que tu peux pas être neutre en t'intéressant au personnage en tant que réel. Bah non, en fait, Ouais, mais tu c'est ta racontes quelque matière. chose. En fait, franchement, je pense que Ouais. je me mouille pas trop en disant ça. Mais par exemple, pour la musique, on parle de. Moi, il y a enfin, John Williams, Howard Shore, Ouais. James Horner, enfin, il y a des. Tu vois, Ennio Morricone, enfin, t'as vraiment des gens qui ont composé des musiques de fou. Ah bah ouais, Et qui te c'est marque. hyper important, la musique dans un film. Je crois que c'était Claude Lelouch qui disait que c'est que 50% de son film, la musique. C'est fou Ah de dire ça bah quand même. c'est À La vérifier. musique et Mais, le son. et le Ouais. son. Quand on Faut pas parlait de oublier, lui. quand on lit les deux ensemble, Ouais, exactement, tu vois. ouais. Mais par exemple, le son, faut comprendre. Moi, en fait, je l'observe en voyant des films. Le son, en fait, c'est un moyen d'avoir de l'empathie avec les personnages. Ça marche Mm. vraiment très fort. C'est des trucs, en fait, inconscients, on s'en rend pas compte. Mais un beau travail de son, déjà, en C'est fait, tu fais un l'immersion. travail de scénariste et tu as une empathie. Mhm. Et la musique, pareil, c'est un thème qui est collé à un. Tu vois, tu mets une émotion, tu diriges. Oh, c'est hyper important une musique pour diriger, tu as l'émotion, pour comprendre un peu ce qui se passe, pour raconter une autre histoire aussi. C'est une couche supplémentaire. Ah bah c'est clair. Et en fait, le son, ça te permet d'avoir du réalisme. Euh,
ça te permet d'avoir de l'immersion. Et tout ça, justement, je pense que c'est là-dessus où ça te donne de l'empathie, parce que forcément, par l'immersion, tu vas te placer à côté du personnage. Et c'est super intéressant. Alors, on en parlera un peu plus dans le podcast du mois prochain, parce que ça sera centré beaucoup plus sur le son. Mais c'est super intéressant de voir que le son va prendre une perspective, va prendre un point de vue comme une caméra. Et la façon dont tu vas... dont Valentin va créer tout son son design et va mixer. Moi, je trouve ça fou d'un point de vue extérieur de voir que ça va que tu vas vraiment réfléchir à où est-ce que tu positionnes le spectateur dans la salle. Est-ce qu'il est juste à côté du personnage dans une série comme à la Peaky Blinders où tu as l'impression qu'on te chuchote dans les oreilles? Voilà, tu peux vraiment... J'en parlais avec quelqu'un hier soir, la soirée où j'étais. Tu peux vraiment... totalement influencé sur une scène avec ce que tu vas faire avec le son, que ça soit dans le style où tu vas chercher à comment tu vas travailler le son pour vraiment créer une ambiance. Autant l'ambiance ça peut coller, mais tu peux faire un truc totalement différent qui va marcher aussi. Ben ouais, mais en plus dans les, tu vois, on prend un genre par exemple les films d'horreur. Le son c'est tellement important. Ah bah c'est clair. Mais tu peux créer la peur juste avec le son, juste avec les. En fait, le son et la musique, ça atteint quand même à un niveau très particulier. Là où l'image. Et souvent, ils sont reliés, le sound design et la musique dans les films d'horreur. C'est pour ça que nous, on cherche aussi à travailler un petit peu dans ce genre-là, au-delà que c'est un genre qui nous passionne. C'est le fait que le son et la musique vont être créés ensemble. Et des fois, tu sais pas faire la différence, qu'est-ce qui est du sound design et qu'est-ce qui est de la musique, parce que justement, le compositeur et le sound designer travaillent ensemble, comme à Montemix Studio. C'est cool. Exactement. Alors, juste... Pourquoi on disait ça déjà, pardon? En fait, on parlait du style et de pattes. on parlait du style et de pattes, mais je pense qu'on va passer un petit peu à ton parcours, parce que sinon on va te mettre en retard pour la suite. Avant que tu poses ta question, petit message à tous les gens sur les tournages. Je sais que les ingénieurs du son, on les maltraite un peu. Ah ouais? Ouais, et c'est pas ceux qui ont une priorité sur un tournage. Je pense que c'est des petites mentalités qu'il faut qu'ils changent, parce que les ingé-sons font un boulot de dingue, et même au montage. Et je pense qu'il faut les reconnaître un peu plus. Mais c'est très gentil. Mais je suis content du coup de pas être sur les plateaux, tu vois. Moi aussi. Si jamais tu es d'accord avec ça, achète les pins sur le site de Montemix. Révolte-toi, ingé son. Respect your audio engineer. Le lien juste ici. Tout pareil. En tout cas, par rapport à ton parcours, donc tu as déjà commencé à évoquer le fait que tu as commencé par des études dans le milieu du cinéma, dans l'écriture du coup de scénario, est-ce que tu disais tout à l'heure. Et derrière, nous, un des premiers projets qu'on a trouvé sur toi, c'était en tant qu'acteur. En 2019, tu as fait de la figuration, c'est ça, dans J'accuse de Roman Polanski. Oui. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu as des ambitions en tant qu'acteur déjà? Alors, faut rappeler un petit truc en ce moment. En plus, c'est un peu délicat de parler de Roman Polanski. Oui. Ah ouais? Ah bah... Ouais, je sais pas moi. J'ai suivi très récemment. Il y a un truc que j'ai pas suivi. Ouais, en fait, c'était... J'avoue que j'y suis allé un peu parce que moi, j'avais fait de la figuration avant, vraiment au tout début, quand je sortais du lycée. Parce que je voulais voir des plateaux télé, je voulais voir des trucs, enfin des plateaux de tournage et tout ça. Et en fait, c'est un peu arrivé par hasard. J'ai vu le casting, je me suis dit, Roman... Enfin, je sais pas, c'est bizarre, mais c'est quelqu'un de... T'avais Jean Dujardin, t'avais Louis Garrel. Bah oui. J'étais trop curieux de voir ça. Et bon, c'est une expérience un peu qui est mitigée avec le temps, parce que tu te dis... oui, mais après coup, ce qui s'est passé, mais au-delà de ça, au-delà des polémiques, au-delà de... toi, sur le coup, du coup, t'avais cette volonté-là de découvrir en fait un tournage par la figuration. Exactement, exactement. Mais c'est pour et ça, du coup, en fait, ça n'avait rien à voir avec une ambition d'acteur, c'était juste te dire, là, ça me donne une porte d'entrée pour me rendre vraiment dans le tournage. Exactement. Mais c'est super cool, parce qu'en vrai, c'est super important d'être curieux dans ce domaine-là et de faire ses démarches et vraiment de vouloir, pas s'incruster, mais trouver des moyens un peu d'aller voir des plateaux, de voir comment ça se passe ou d'y aller un peu au culot, quoi. Par la régie ça, aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui font de l'assistance régie, qui font assistant régie justement pour commencer à essayer de comprendre. De comprendre un peu le fonctionnement d'un plateau, d'un tournage. En fait, c'est tellement notre domaine qu'on a une curiosité naturelle, mais insatiable à voir comment les autres font. Tu vois. Moi, j'étais vraiment curieux de me dire, attends, mais à quoi ça ressemble? Comment ils font?
comment l'assistant réel il travaille, comment, tu vois, genre, c'est hyper intéressant de voir ça. En plus, sur un film historique, double intérêt. Donc, moi, j'avais vraiment accepté. J'avais pas d'ambition de comédien. Ouais. Mais même si c'est. Tu vois, moi, par exemple, ça fait 3-4 ans que je fais de l'impro. Vraiment pour Ah mon ouais plaisir. Et aussi pour savoir ce que c'est d'être de l'autre côté. D'être comédien. Ouais. D'être devant la caméra. Je suis pas souvent devant la caméra, c'est de l'impro. Mais tu vois, le jeu, d'être de l'autre côté, de comprendre ce que ça fait, c'est hyper important. Parce que c'est des gens que tu vas diriger quand t'es réel. Quand Donc tu fais de la fiction. Si je te donne une réplique, tu vas improviser dessus. Possible. Mais moi, je sais pas improviser des répliques. Mais l'impro, tu vois, genre par exemple, c'est tout con, mais l'impro, c'est aussi important parce que du coup, tu apprends à poser ta voix. Tu apprends aussi à. L'impro, c'est beaucoup de l'écoute. C'est vrai que t'as une voix très posée. Merci. Ouais, non, Une t'as voix une très bonne voix, ça va être facile à mixer. Et on sait de quoi on parle. mais moi, je me suis essayé par exemple au doublage. J'ai fait des doublages pour ma boîte de prod, pour Bellorage. Ok, Donc trop j'ai cool. doublé. C'était des documentaires sur le Japon. Et en gros, il fallait doubler, du coup, il fallait redoubler dessus. Donc j'étais parti en studio. L'exercice du doublage, c'est hyper drôle. Ah ouais, bah, C'est moi génial. j'en fais toutes les semaines ici. Moi, j'ai trop même bien, été c'est acteur super. de doublage aussi grâce à Valentin. Il m'a mettra pas comblé le un lien. petit rôle, on mettra pas le lien, mais. Après, si vous voulez les voir, s'il y a plus de 10 000 likes sur ce commentaire-là, allez-y, genre on sort la vidéo. Allez, ouais, voilà, on fait ça. c'est Ouais. ça, on fait ça. Bien Mais, vu, hein. On place toujours. Mais non, mais tu vois, par exemple, quand tu fais du doublage, tu mets de l'intention, tu mets du truc, tu sais, tu mets de l'emphase. C'est le son, encore une fois, c'est hyper intéressant. Quand on Ouais. parle du travail du son, par exemple, je pense qu'il faut donner du corps au son. Quand c'est palpable, c'est génial le Ah son. bah oui. C'est génial. Et quand tu mets de l'intention, tu vois, même quand on parle du travail de réalisateur, de faire attention à la voix, de faire attention aux détails, quand tu as un comédien qui est en face de toi, je reprends un peu le sujet, pardon. En fait, sur un plateau de tournage, tu auras des assistants partout, tu auras des chefs de poste partout. Oui. Mais le seul truc dont tu es vraiment responsable, je pense, enfin ce qu'on m'a dit, ce que j'ai compris, c'est que tu es responsable de la mise en scène de ce que vont faire les acteurs. Et tu n'auras personne pour t'aider. Et là, tu seras tout seul parce que tu auras un chef-op, tu auras un ingénieur du son, tu auras un régisseur, tu auras un producteur, tu auras une décoratrice, script, tu as tout le monde qui va t'aider sur toutes les autres parties, sauf La mise en le jeu. scène. Ouais. Et Ouais, du c'est coup, incroyable. Hein. Ouais, je pense que pour être réel, faut se mettre. Faut avoir Pour le doc, tu vois, c'est un peu différent parce que le doc, c'est. Moi, tu vois, je me suis dit que je sais pas si j'aimerais être devant la caméra. Pardon. Je sais pas si j'aimerais être devant la caméra. Les expériences en plus de tournage J'accuse, c'était long, hein. C'était long, hein. Ah, ouais, mais tu la peux. figuration, connaissant plusieurs personnes qui en ont fait, des fois c'est. Bah, moi, j'avais fait. C'est pas foufou, T'attends quoi. longtemps. Ouais, t'attends longtemps. T'attends ouais. longtemps. Et il se Et passe des trucs de ouf. D'ailleurs, Et t'es rémunéré sur un tournage bah, comme y a ça, des- ouais, la quand même. plupart, ouais, t'es rémunéré. Il y a des Ok. cachets, Pas tu beaucoup, fais des je crois. trucs. Ouais. Ouais, ça va, c'est C'est pas. ça. Il y a des grilles tarifaires de toute façon, je crois, pour. Ok. Bien sûr, ouais, Ouais. t'as des grilles tarifaires. Mais moi, Ouais, j'avais. c'est déjà ça, quoi, c'est cool. J'avais Oui, mais en même temps, j'avais c'est pas mon capté. intérêt. Ouais, bah, normal. Non, mais t'imagines. Est-ce que vraiment tu fais coucou dans le fond du plan, quoi. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Les Ouais. gens viennent voir au ciné. Et t'es là, On genre, embrasse, ouais, on Passez embrasse tous les figurants. tous les Le métier exactement. de l'ombre. Mais moi, j'avais pas fait que J'accuse, j'avais fait un autre. J'avais fait une série aussi qui était passée sur France TV. Ah ouais. Qui s'appelait Alias Caracalla. Donc, c'est un truc de Seconde Guerre mondiale. Une histoire sur la Seconde Guerre mondiale, sur un Ouais. résistant. Et en gros, on avait fait une semaine de tournage genre en banlieue parisienne et on était des soldats. Donc, du coup, on avait des armes, on avait des trucs. C'était trop drôle. Vraiment, t'es là. Les costumes. Ouais, c'est reconstitution historique, c'est vraiment trop drôle. Ok. Tu te fais des essais, t'as un costume, c'est vraiment stylé. Et moi, j'aime bien. Ouais. Mais le tous les truc, c'est fans de qu'en fait, cosplay, quand t'es figurant, à un moment donné, t'arrives en maquillage à 7h. À 22h, t'as toujours rien tourné. Et tu vois des gens avec des armes, avec des fusils, avec des baïonnettes au bout. Tu commences à jouer comme ça. Ils sont fatigués, ils sont à bout de nerfs. Et Bah, au moins, t'es dans le rôle, hein, parce ouais, que. exactement, Ouais. t'es dans le rôle et tu dis, mais attends, il y a un truc qui va partir en sucette. Dans la même pression. Ouais. Ah ouais, non, mais les métiers de Ouais. figurant, c'est incroyable. Et là-dessus, du coup, on a vu aussi que t'avais fait de nombreux courts-métrages sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que tu continues toujours à en faire déjà? Je continue un peu quand j'ai le temps. Bah en fait, j'ai fait ça avec des amis. En fait.
On mettra le lien en description Exactement, si vous voulez voir. Si ça intéresse, ouais. au bout de 10 minutes. Je pense que c'est un bon exercice parce que j'ai fait pas mal de c'est des sketchs, quoi. C'était pas, c'est vraiment comme ça, des courts-métrages. Des petites mises en c'est scène, des sketchs et tout, Du coup, ça exactement. sort sur quoi? C'était sur YouTube? C'était sur Insta, c'était sur TikTok. Et en fait, on faisait des trucs pour s'amuser, tu vois, avec des potes. Et l'idée, c'était de raconter de façon très courte une histoire. Mais en fait, t'enchaînes tellement les tournages, t'essayes tellement de faire marcher des blagues, t'en fais plein, qu'en fait, c'est un bon laboratoire pour tester des choses. Ah bah oui, C'est si tu super testes ton intéressant. gag, ça serait un peu le comedy club de ton milieu, c'est le fait de tester ton gag. Ouais, c'est ça, Ouais. de voir si ça Ouais. marche. Mais tu vois, si raconter une histoire Mais, en 1 minute sur les réseaux sociaux, en 30 secondes, en vrai, c'est hyper intéressant comme Ah bah oui. exercice. Et c'est vrai qu'il y en a pour qui ça marche bien. Moi, j'ai une ancienne collègue de collège, donc ça remonte, qui, je sais, maintenant vit de ça sur TikTok. Miss Mademoiselle Fantasia, un truc comme ça. Ok. Je regarde pas, mais elle fait des mini courts-métrages voilà, sur TikTok. Et ça cartonne, quoi. Un petit peu de pub pour elle, hein, si vous voulez. Ouais, voilà, si vous voulez mais- voir les... Non, mais c'est super ça intéressant fonctionne comme déjà bien, quoi. exercice. Ouais. Parce qu'en fait, quand on parlait, par exemple, du milieu... quand on parlait du style, tu vois, par exemple, je pense qu'un artiste, ça a besoin de faire. Oui. Absolument. Faut faire Tout le temps. absolument. Et Bah oui. si t'as pas l'occasion de diffuser des films en salle, parce que c'est un processus qui est long, qui est coûteux, c'est une charge, tu vois, qui est compliqué. Ouais. Là, du coup, on a des nouveaux moyens pour poster des choses rapidement et pour les montrer aux gens de manière hyper facilement. Et tu vois, ça peut être un bon laboratoire pour s'entraîner. Et Ah bah, c'est j'incite, clair. il faut que... Il faut pratiquer, à un moment, il faut se lancer. Nous, c'est Bah oui, là-dessus, c'est c'est comme dans dans- la musique, c'est c'est comme dans dans tous les tout. domaines, ouais. Je pense que Ouais. c'est super important à un moment donné de se dire bon, bah, je fais, je me sens légitime. Et on en parlait avec Eliosis, justement, sur le dernier podcast, du fait de se. Ouais, en plus, faut commencer parce que du coup, quand tu commences, il y a très rarement des gens qui cassent la baraque dès qu'ils commencent. Et il faut accepter de faire bah ouais. des Bah, trucs bien sûr. nuls. Ouais. Mais D'ailleurs, du on coup, pourrait parler du podcast là-dessus. Ouais, bah, Nous, c'est le but. Hein. c'est parti d'une idée comme ça, mais le but au bout d'un moment, c'est de se lancer, d'essayer, et puis tu fais des erreurs, et puis à chaque fois, t'as C'est juste. clair. C'est Mr Beast qui dit ça tout le temps, mais au final, c'est assez bateau comme truc parce que ça fonctionne dans tous les domaines. Mais que c'est pas ta première vidéo YouTube qui va être bien, faut en faire au moins 100, voire plus, pour s'améliorer au fur et à mesure, et à chaque fois améliorer un petit truc. Comme nous, on essaye de le faire, on apprend de nos erreurs, on note ce qui va pas dans les podcasts, on essaie d'améliorer. Bon, c'est que le Est-ce 3e épisode, mais Mhm. voilà. Et là-dessus, ce que tu dis aussi sur le fait qu'on va pas avoir des salles de cinéma dès le début, bah, en fait, c'est ça qui est génial aussi maintenant, c'est qu'on a moyen de diffuser notre travail. C'est quand même incroyable de se dire qu'il y a 30 ans, c'était pas du tout le cas. Diffuser son travail, ça avait un coût qui était énorme. Il fallait déjà avoir une certaine légitimité. Et maintenant, on a plein de médiums pour réussir à diffuser son travail. Et peut-être que ça sera vu par 10 personnes, mais au moins tu diffuses, quoi. Ouais, tu diffuses, t'avances, tu fais des choses, tu vois, genre. En fait, c'est vrai que c'est un peu compliqué le cinéma parce que ça demande beaucoup de moyens pour faire quelque chose. Faut des gens, faut une caméra, faut plein de trucs. Alors que le besoin de faire, tu vois, genre il est là et il est primordial. Quand tu fais de la musique, tu vois, genre tu passes ton temps sur ta guitare, sur ton. Moi, j'ai fait 10 ans de conservatoire. Ouais, bah on en avait parlé un petit peu aussi. Ah oui, j'avoue que j'avais oublié ça par contre. Je suis un peu. Moi, non. Ouais. Il a noté. Mais tu vois, je sais ce que c'est de jouer de la musique. Et en fait, tu dois pratiquer à fond. Ah bah... Faut que ta technique, elle soit genre tu jouais imprimée, quoi déjà automatique. comme instrument? Moi, je faisais de la percussion. Ok. Donc, j'ai fait de la batterie, timbale, xylophone, vibraphone. C'est les cerveaux des percussionnistes, ça, je sais pas comment. Alors pourtant, je suis pianiste, donc on a quand même on doit gérer quand même plusieurs choses à la fois. On doit quand même partager notre cerveau. Mais là où les pianistes, on va le partager en 3, vous partagez votre cerveau en 7, quoi. Pour tenir la polyrythmie, moi ça me fascine. Moi, et je la trouve ça précision ouf, des percussionnistes. En vrai, ça aurait été un de mes rêves clair, de faire ça. Bon, moi, je choisis guitare, puis après chant, mais la batterie, ça reste un truc. Mais t'as renoncé à tous tes rêves, Valentin. On le sait, hein. Pour ceux qui veulent Les rêves de comprendre, musicien, écoutez l'épisode 1 de TTBL et abonnez-vous. Tu l'as dit vraiment comme si t'avais genre vendu ton âme au diable. Ouais, J'ai tout abandonné pour l'argent. Là. ouais, c'est ça, voilà. Ah bah ouais, c'est vrai qu'on est dans le bon métier pour ça. Mais moi, Oui, exactement. Ouais. en étant percussionniste, tu vois, moi j'aurais bien aimé
faire des guitares. Ok. Ok. Et pas pour sur la plage, tu vois, genre à jouer pour des gens. Non, mais Pour si, draguer. parce qu'on sait tous. Mais, c'est pour ça que tu voilà, commences la guitare à exactement, c'est pour ça que 14 tu ans. commences la Moi, c'est guitare. je un faisais du truc John de- Mayer sur la plage. Mais Moi, mon c'est- piano, je l'avais jamais sur la plage, quoi. C'est ça le Mais problème. ouais, hein. c'est Après, chiant, j'avais la tu flûte peux pas traversière, mais c'est un Mm. peu moins bien pour draguer. moins de flow avec la. Moins de flow. Après, Ouais, La batterie, c'est encore pire à ramener quand sur la tu joues plage. du hein. King Crimson, Ah mais la flûte batterie en plus traversière, quand tu traînes avec un djembé, c'est tout le temps après que c'est approximatif. Je jure, Ouais. genre, tu prends ton caron, hein, comme tout musicien. tu te démerdes Le et tu béret fais- et le caron. Bah c'est un peu le. Bah là de toute façon non mais enfin c'est de l'entraînement comme la musique, Ouais. mais le cinéma c'est plus dur de mettre les conditions pour s'entraîner. Et bon après de toute façon je pense que si tu veux faire du cinéma, de la vidéo, etc. C'est bien de réussir à trouver un moyen de s'entraîner. Donc, soit Oui. d'avoir une caméra, soit d'avoir son téléphone, soit d'écrire. Parce qu'écrire, en fait, c'est un bel exercice pour structurer, pour raconter une histoire. De toute façon, j'ai un pote qui est écrivain, qui publie rien, mais qui écrit depuis super longtemps, qui n'est pas encore dans l'ambition de publier. Et justement, on en parlait. Lui, il me disait que c'était un scénario, c'était encore totalement différent qu'un livre, que ça se pensait d'une façon totalement différente. Mm. Et que l'écriture est essentielle dans la mise en scène, parce que du coup, tu dois rendre possible. Tu dois imaginer des choses qui sont possibles, qui peuvent être créées à la fin dans ton image, là où. Et Ouais, donc, tu as ouais. déjà des contraintes, tu as quand même des choses à gérer. Je trouve ça passionnant, l'écriture d'un scénario, de se dire tout ce que tu dois déjà gérer dans ta tête. J'ai l'impression qu'il y a déjà une partie de réalisation dans le scénario. Peut-être que je me trompe, mais. Ah, mais à fond, Ouais. à fond, à fond. Moi, je conseille une chaîne sur YouTube qui s'appelle Lessons from the Screenplay. Lessons from the Screenplay. Ouais. Avec l'accent Mm. anglais, c'est mieux. Ok. Et là, c'est un truc qui te décrypte vraiment tout. Du scénario jusqu'à l'image. Et en fait, il te parle de narration, de comment on fait, de même en plus, parfois, il te parle de mise en scène. Ouais. Oh, tu te dis, mais en fait, l'écriture, c'est un moyen magique de déjà penser sa réal, Mm. de développer des thèmes. Tu sais, un film, enfin, c'est des personnages écrits, c'est des Ouais. enjeux, c'est des techniques, c'est des outils. C'est pas freestyle, en fait, Ah bah, c'est un clair. scénario. Et c'est pas la littérature. C'est pas la littérature. Les Ouais, scénarios, non, mais c'est deux pas du tout la même choses, chose, justement. Ouais, c'est pas pareil. ouais. Bon, je pense qu'on va devoir. Ah, Hélas, avancer malheureusement. un petit peu, peu dans nos questions. parce que sinon, on va te mettre en retard pour la suite. Euh, en fait, nous, on aimerait bien te parler de l'IA. On s'interroge beaucoup dessus, on voit certaines utilisations d'IA, il y a plein de débats, il y a plein de gens qui parlent de l'IA et qui disent leur avis. Et du coup, nous, ça nous intéresse, vu que ça chamboule tellement de choses, ça nous intéresse un petit peu de savoir déjà si tu utilises l'IA dans ton métier. J'avoue que j'utilise un tout petit peu l'IA pour m'aider à écrire, par exemple, Ouais. des mails ou des trucs comme ça. Ok. En fait, Ouais. vite, tu as une structure. Ouais. Et tu vois, c'est pratique. C'est Et, pratique, ouais. Parce qu'en fait, nous, Noël, franchement, on passe beaucoup de temps à écrire des mails, à écrire des trucs. Ah bah, avec un on machin. en sait quelque chose. Ouais, c'est Ouais. énormément de temps. Et j'avoue que moi, je m'aide un peu de ça. Est-ce que tu es en train de dire que quand je t'ai écrit, c'est ChatGPT qui m'a répondu? Non. Non, t'inquiète pas, c'était ChatGPT qui t'avait écrit aussi. Je suis en fait une IA. Je fais tout. Non, je suis mais pas par assez contre, ok, techniquement donc bon toi, pour faire ça. vraiment pas dans la création, mais par contre plutôt dans tout l'aspect, comment dire, Extra, en fait, de mon métier, quoi. chiante Ouais. du Non, mais métier. tu vois, c'est comme un. Oui, non, mais tu vois, c'est plus pour un gain de temps, du coup, sur certaines tâches que pour la création, en tout cas pour toi, l'IA. Mais, Exactement, ouais. Est-ce que tu serais fermé à utiliser des outils De l'IA peuvent pour la t'aider, de création. l'IA, ouais. ouais. Comme il y avait un documentaire qui avait fait un peu parler où ils s'étaient servis, je me rappelle plus du tout du thème, mais je sais qu'ils s'étaient servis en tout cas de l'IA pour faire du deepfake, pour changer les visages, pour éviter d'avoir du floutage, pour éviter de faire du floutage et quand même d'avoir des têtes différentes sur les personnages dans le documentaire, pour quand même garder un peu ce côté Ah oui. humain. Parce en que fait. du coup, les personnes, elles n'avaient pas les. Elles devaient être, elles devaient être floutées. elles Et du devaient coup, être pour floutées. garder, ils avaient Voilà. transformé la tête pour garder. C'est Ce intéressant. côté ça. humain, voilà. Pour garder l'émotion, l'émotion. Exactement, ouais. Parce que justement, tout à l'heure, tu parlais des visages. Donc ça, cette utilisation-là, elle pourrait s'entendre de l'importance des visages. Je pense que, en fait, je pense que c'est dur de parler d'IA aujourd'hui, enfin d'avoir un avis, parce que du coup, en fait, ça avance tellement vite. Ouais. Il y a Ouais. plein de choses qu'on voit pas. Exactement, ouais. Et je pense que l'IA, c'est un outil, mais comme n'importe quel outil, tu vois, c'est pas bien ou mauvais. Ah bah C'est- non, il n'y a pas. Mais par contre, créé par des gens qui ont des intentions. Et ça, faut pas l'oublier. Mm.
Et le truc, c'est que moi, ces intentions, pour l'instant, elles sont pas extrêmement claires. Tu te Et méfies un peu, quoi. bah, en fait, l'idée, c'est qu'avant de mettre un truc en place, tu vois, par exemple, je donne un autre exemple typique, mais tu vois, on parle de téléphone et des écrans. Ouais. Les téléphones, ça a débarqué, mais en puissance. De nulle part. Ouais, Hein. ça a débarqué en nulle part. Et les garde-fous, le contrôle, tout ça, etc., genre, on n'a pas mis en place. On n'a pas eu le Ouais. temps de mettre en place, en fait, quelque chose de sécuritaire, enfin, d'une sécurité, tu vois, de protéger les gens, de Ah savoir bah, c'est comment clair. l'utiliser. Et Et là, ça on a va des trop vite, problèmes quoi. avec ça. Mais oui, en fait, c'est Ouais. ça le truc. Et je pense qu'avant de mettre un outil sur le marché, faut essayer de comprendre. C'est comme un médicament, en fait. Si tu n'as pas testé sur le long terme, si tu n'as pas Mm. vu les effets secondaires sur le long terme, Mm. attends un peu Et puis, avant de puis en plus, ça part tellement dans tous les sens parce que plein de milieux sont concernés. Quoi. Il n'y a pas que les milieux artistiques et créatifs. C'est-à-dire qu'il y a des outils de l'IA pour tout maintenant. Donc, après, c'est devenu un peu aussi une mode marketing. J'ai l'impression d'en foutre un peu à toutes les Ouais. sauces sur tous les outils. Mais bon. Mais surtout qu'en plus, là, il y a tu vois, les chaînes, les prods, les distributeurs, enfin, tout le marché, tu vois, genre, c'est tellement arrivé vite et en fait, on l'impose tellement fort parce Ouais. que c'est un outil un peu magique. Et ça aussi, l'IA, c'est pas non plus totalement magique hein, parce que c'est un coût aussi. Hein, faut pas se leurrer. Il y a un coût environnemental quand même. Hein, c'est une recherche en IA. Ça consomme. C'est tout ce coût-là, c'est pas Ah bah magique oui, comme c'est clair. tu vois. Oui, c'est pas. Faut- Même si nous, ça nous semble magique, quand tu regardes dans le fond, ça, Ouais, exactement. C'est ça a pas, forcément un c'est coût pas, dans la gestion des c'est pas serveurs, gratuit dans quoi. l'utilisation. Ça, faut le prendre en compte. Et le Ouais. truc, c'est que moi, je sais, j'ai des retours, par exemple, de chaînes. Enfin, je sais qu'il y a le marché, tu vois, l'audiovisuel, etc. Tout le monde a cette pression et cette urgence de s'adapter à l'IA Ouais. et de faire évoluer les choses comme ça, un peu de manière brusque. De se dire que de toute façon, c'est le futur. Donc, Ouais, c'est le faut- futur, etc. Mais le truc, c'est que, bon, bah, en fait, si tu réfléchis pas, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Il faut vraiment réfléchir. Il faudra peut-être un peu décélérer. En plus, dans une société maintenant où tout va extrêmement vite. Ouais, arrêter de se précipiter dedans et essayer de prendre du recul sur ce que ça représente, sur. Ouais, exactement, exactement. Et C'est intéressant comme. Oui. Tu vois, j'avais pas eu pour le coup, Ouais. on voit beaucoup d'opinions sur l'IA, mais celle-là, j'ai jamais entendu et Moi je non trouve plus, qu'elle ouais. est ultra pertinente. Le fait de se dire, c'est pas mauvais, c'est pas bien, c'est juste, faut avoir le temps de se sécuriser par rapport à ça, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, genre, en fait, pour pas que ça déborde, là, ce qui est en train de se passer, que ça déborde un peu quand même. Ouais. Ouais. Et le truc, c'est qu'on veut, en fait, il y a des gens qui le voient comme une manière de tout faire plus vite, de payer, d'amoindrir les coûts, de resserrer. Tu vois, l'IA, ça a une conséquence aussi, je pense, sur les tournages et sur l'artistique. Est-ce que tu peux faire tout plus vite? Donc, du coup, tu réduis Bah le ouais. temps de production C'est des clair. films Exactement. Ouais. parce que ça va plus vite. Mais le truc, en fait, c'est une bonne excuse pour compresser les coûts. Et Ah quand je bah. parlais de qui est derrière l'outil, tu vois, genre, le truc, c'est qu'en fait, Ouais, l'IA, tu c'est dis, super c'est- pratique et pour qui profite de économiser les crime. coûts. Et tu vois, le truc, Ouais. c'est que tu vois, ça atteint pas forcément des gens solides et puissants sur leurs Ouais. appuis. Surtout, ça a un impact sur les petits, Mm. sur les gens qui sont C'est fragiles. ça, ouais. Et là, du coup, en fait, moi, je peux pas être d'accord avec ça. Enfin, si tu vois, par exemple, le doublage, là, on voit qu'il y a des artistes de doublage, on voit que les comédiens de doublage, c'est un métier qui est Perdre déjà vraiment, fragile. ouais. Et là, en fait, tu les laisses faire, tu laisses faire certains dirigeants. Les mecs, tu le remplaces, mais puissance. 100 000, ouais. Ouais, malheureusement, je sais pas trop ce que ça va donner là-dessus. Après, en tout cas, je vous invite à aller signer la pétition de Brigitte Lecordier, comme par hasard. J'oublie le nom de la pétition. Ah ouais. C'est putain, c'est quoi? Bon, c'est pas grave. C'est pas Vous la grave. retrouverez si vous Vous la mettez retrouverez, pétition Brigitte. On vous mettra le lien en description. On la mettra en si on y pense. description. Je vous invite à aller la signer. C'est important, voilà, pour Pour tout les le acteurs du fleuron doublage, du doublage ouais. français tout à fait. Mais qui font mais vivre encore cet art. C'est hyper intéressant, Mm. tu vois, par exemple, qu'il y ait tu vois, qu'il y ait des gens qui gueulent un peu, en fait. Ah bah oui. Et, Ouais. parce que franchement, l'IA concerne toute la société. Hein. C'est politique quand même, tout ça. Et le truc, c'est que même pour nos droits, les artistes, tu vois, genre les droits des artistes, l'art est de plus Ouais. en plus compressé. Il y a de moins en moins de budget. Là, on rentre dans une période qui va être technique. On est sur des patins à glace et il va falloir gérer le virage, genre, quand même de manière habile. Et il va falloir se protéger. Et je pense qu'en ce moment, justement, tu vois, je fais pas un appel à la révolte, mais l'idée, c'est que quand même que les gens, tu vois, genre, commencent à se poser des questions. Tu vois, genre, Ouais. c'est intéressant de se poser des questions, de poser des Ne questions, de fonce se pas dire. aveuglement dedans, tête baissée. Exactement, tu vois, même quand tu fais un projet, quand on te demande, quand un client va te donner un projet,
tu vas pas foncer tête baissée. Tu vas poser des questions, genre, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est... Tu vois, genre, tu vas mettre en place un cadre. Et en même temps, il y a des trucs qui font super peur. Je dévie un peu du sujet, mais parce que je t'ai pas montré ça, Rudy, mais il faut que je vous montre ça. Je vais pas vous montrer ça avant la fin du podcast, mais là, sur la vidéo de présentation qu'on est en train de faire avec Rudy pour Montemix Studio, pour le studio, on a un plan en motion design de nous deux, voilà, qui est en train d'être réalisé par un collègue à moi. Et c'est vrai que c'est des choses qui prennent du temps. Et je sais pas si vous avez vu, mais ChatGPT a sorti une mise à jour il y a, on est quoi, le Ah oui, j'ai vu, le 29. c'est hier, je crois. Hein, non, il y a avant-hier, 4 jours, mais là, tout le monde est en train de... Enfin bref, péter un câble dessus, voilà. Et ça permet de faire des trucs de dingue au niveau des photos. Et ce que j'ai fait, c'est que je leur ai donné la photo que j'avais donnée à l'animateur, du coup, qui est en train de faire le motion design de nous. Et je lui ai dit... ChatGPT, transforme-nous en dessin animé, en motion design, parce que c'est un peu le but. Ouais. Je peux vous montrer ce que ça donne. On le mettra sur... Wow, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que je l'ai gardé, en fait? Je crois que je ne l'ai pas gardé. Alors, bon, on va continuer la conversation, je vais la retrouver rapidement. Alors, j'aimerais bien, juste parce que je pense qu'on va bientôt devoir s'arrêter, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ton prochain projet? Le prochain projet? J'ai pas dit non parce que je sais pas si tu veux le divulguer, mais nous on avait vu que tu as déjà un projet dans les cartons, ou alors je me trompe totalement? Non, il y a un prochain projet dans les cartons. Il y a un projet en arrivance. D'ailleurs, je pourrais... Est-ce qu'on peut passer des bandes annonces dans ce podcast? Oui, tout à fait. Ouais, vas-y, on pourra faire ça. Meilleure voix. Et alors en fait, c'est un projet en fait, on m'a contacté il y a pas longtemps, en 2024. En milieu d'année, j'ai rencontré un musher qui s'appelle Lucas Lepage et un écrivain voyageur aveugle qui s'appelle Jean-Pierre Brouillot. Oui. Et ces deux personnes sont venues me voir pour me proposer un projet et en fait de les suivre en Norvège avec eux pour se lancer dans une expédition à chien de traîneau. Trop bien. Et quand on vient de chercher pour une mission, pour un projet comme ça, tu te dis je signe où? Ça donne envie, ouais. Ça donne envie, c'est un rêve. Enfin, c'est Jack London, quoi. Ouais, je veux y aller. Et en fait, c'est un projet, l'Odyssée des... On a appelé ça... On a trouvé le nom l'Odyssée des Sens. Et en ce moment, on est en train de le développer. On a lancé un crowdfunding. C'est en cours. Donc j'espère que c'est un projet qui va aller jusqu'au bout. Et en fait, c'est un documentaire Ce sera un documentaire de 52 minutes, je pense. Et un documentaire un peu expérimental sensoriel où on va raconter l'histoire de Jean-Pierre et accompagné de sa fille Leïla. Donc un nouveau 52 minutes. Exactement, un nouveau 52 minutes. En ce moment, on essaie de trouver des chaînes, on essaie de trouver des partenaires et des financements. J'ai vu que les financements étaient plutôt bien partis aussi, ouais. Ouais, c'est pas trop mal. Et c'est aussi un documentaire, du coup, on parlait de son, parce que on est dans un podcast, on parle du son, de la musique. Il paraît. Et on va essayer de faire un projet sensoriel où le son va avoir une grande part d'importance parce qu'on parle d'un aventurier aveugle. Ouais, donc forcément, tout ce qu'il a comme sens, c'est le son. Et donc, en termes de placement du personnage, en termes d'empathie, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En termes d'ambiance sonore, ça va passer par le son et par ce qu'il vit. Ça va être hyper important, C'est la narration aussi avec le son. Donc, c'est clair. Oh, la photo. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est magnifique. Il m'avait même pas montré. On est d'accord que... c'est plutôt impressionnant, quoi. En tout cas, on mettra ça au montage, mais ils se sont beaucoup améliorés sur les textes, par là sur le mail. C'est clair. Mais c'est très impressionnant, quoi. Alors, l'espace de quelques minutes. Pour conclure, nous, on a une dernière question. Une toute dernière question qui, pour nous, est la plus importante. Je pense que là-dessus, tu vas laisser, selon ta réponse, tu vas laisser une empreinte dans le studio. Qu'est-ce que tu penses du ski de fond? Il y a un grand blanc. Pour ceux qui ont écouté le premier épisode de TTBL, vous savez ce qu'on en pense. Pourquoi on demande ça. Alors, je vais essayer de répondre de manière très concrète. C'est un sport de fou, mais j'aime bien le ski de fond. Ah ouais, ok. Bah ouais, en fait, il y a des... On est désolé. Désolé pour toi, mec. Mais je suis pas fan de ski de fond. Hein. J'aime bien, tu vois. J'irais pas me lancer. Je préfère de ski sur la piste. Je préfère descendre des pistes que faire du ski de fond. Donc si jamais, même du ski de rando, moi je trouve que le ski de rando est beaucoup plus intéressant que le ski de fond. T'es pas dans des tranchées toutes droites avec le gars qui a 70 ans mais qui est bien plus sportif que toi, qui passe derrière toi avec son petit pantalon tout serré, son t-shirt jaune avec marqué Adidas dessus. Qui passe comme ça, genre... Ouais, c'est ça, en skating.
Elle est bonne aujourd'hui. Hein. On sent l'expérience. Ouais, mais vous savez, moi je viens d'autres rangs, hein, donc on en a déjà parlé. On mettra. Ouais. En Ça plus, serait à marrant qu'on Grenoble, remette l'extrait au moment où Ah tu là dis là. que t'aimes bien le ski de fond, qu'on remette l'extrait de nous la dernière fois. Oui, nous aussi on adore le ski de fond. Ouais, c'est ça génial. tombe bien. On adore C'est ça. vraiment un c'est sport exactement super. pareil. Hein, Non, mais après, franchement, si je devais faire, je préfère quand même descendre les pistes, hein, sans déconner. Ah bah C'est- carrément. Ah, c'est plus fun. Peut-être qu'on changera d'avis quand on aura la soixantaine. Bah oui, c'est ça. Ouais. Après, ils sont beaucoup plus sportifs que nous aussi. Hein. Je pense que ça Ouais, joue peut-être. aussi sur le plaisir. Mais hein, ce sont des franchement, gens en maison de retraite. Ouais, peut-être qu'ils font du ski de fond parce que quand tu fais du ski. Pour les genoux. Ouais, les genoux. Ouais, tout à tu fait, Peut-être C'est que c'est clair. plus possible de faire du ski pour Ah bah certaines là, ouais. personnes. Tu vrai sais aussi, de quoi hein. tu parles, du coup, j'imagine, vu l'expérience que tu nous as racontée. Ouais, exactement. exactement. Eh ben, en tout cas, merci à tous. C'était donc un plaisir de te recevoir, Ruben. Avec Très grand plaisir. Ouais. Et du coup, cet épisode de Tic Tac Boom là est fini. Pensez bien à vous Vous abonner, abonner, Ah à bon liker. mettre 5 étoiles sur Spotify. Il n'y Et avait mettre aussi pas la une dernière cucul. anecdote à raconter Il y avait peut-être une dernière anecdote, mais c'est toi pense qui qu'on peut vois avoir le si- temps. Je pense qu'on peut y Ok, aller, d'accord. vas-y, Alors oui, vous donc autres. on va te poser cette question. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Bah, en fait, ce qui est intéressant avec raconter des anecdotes, tu vois, qu'est-ce que tu peux raconter sur ton métier en fait? Qu'est-ce que tu peux nous dire de symbolique sur ce que c'est ton métier, ce que ça fait en fait? Je pense on pourrait raconter plein de trucs, des anecdotes un peu drôles sur notre métier. Moi, j'en ai plein. Hein. Tu commences une tournée, tu fais ton. Nous, on avait commencé à Tours, par exemple, une tournée de France, Ouais. de portraits, donc 2 semaines sur les routes à tourner des portraits. Littéralement, on s'est fait voler le pied le premier jour. Le Ah ouais. trépied. Est-ce que c'était à C'est pas le Grenoble? pied. Non, c'était à Grenoble. Et le truc, c'est que genre. C'était une buse. Ouais, qui c'était l'a une volé. buse. Le bus qui s'enfolait avec. Elle a chopé C'est un le pilon. pied. Mais du coup, on s'était fait voler le pied, le trépied le premier jour, mais vraiment la première heure. Et on s'était dit, oh là là, la catastrophe. Vraiment Ouais. la catastrophe. Et Ça du coup, on commence avait bien. galéré pendant 3 heures. De l'autre côté, il y avait le sujet du coup de notre portrait Ouais. qui était en train d'attendre en mode genre, bon, bah, vous avez qu'une journée, les gars, parce que demain, vous partez. Filmer autre chose. Et donc, en urgence, on avait traversé tout dans tous les sens. On allait du coup à un loueur. Et dans le loueur, tu vois, on avait passé du temps. On m'a dit, bon, bah, quel trépied on dépense 500 balles. Ah bah ouais. Et à un moment Ah ouais. donné, tu vois, genre, t'as le vendeur qui vient avec nous, on fait genre, on a un trépied d'occasion qui ressemble beaucoup à la description que vous vouliez. C'était Regardez. le tien qui était vendu. Vous êtes incroyable. C'était Incroyable. vraiment notre trépied. Et en fait, moi, C'était- j'étais genre, mais quel hasard Mais de ça- ouf! Tous ceux qui ont déjà eu un vélo volé connaissent exactement cette sensation. Ouais, Ah ouais, de exactement. faire voler le vélo et de le l'annonce, retrouver. Bon ouais. Coin. Ouais, exactement. Et t'es genre, oui, Et d'être en bah. mode, je n'aimais bien ce vélo, 40 balles quand Ouais, même. exactement, tu vois. Alors, tu vois le truc en plus. Moi, en plus, j'étais comme une. Ouais. Tu vois, genre, il y avait le réalisateur à côté qui. Moi, j'étais genre, oh putain, la chance! Oh, mais exactement le genre de pied qu'il nous faut, comme le nôtre, tu vois, genre, exactement. Et le C'est réal qui fou. était à côté en train de me regarder en mode genre, non, mais attends, non, mais Il y a marqué ton prénom. Ouais, il n'y C'est- a pas de pied de vis, Ah il n'y a pas de ouais, semelle, c'est- c'est notre pied, tu vois. Ça, c'est le genre d'anecdote qu'on a Ah sur bah les ouais, tournages c'est qui sont trop incroyable. marrantes. Et moi, le truc qui m'a vraiment marqué dans mon métier du coup de réal Ok. et monteur, cadreur Ouais. monteur, d'aller jusqu'à 6000 mètres, je m'en souviens pas trop parce que c'était un effort assez colossal. Ouais, tu m'étonnes. Mais le truc, moi j'ai un souvenir très précis, c'était que au bout de quelques semaines, mois de montage, où tu stresses, où tu as tout le tournage avant, où tu es un peu tout seul, mon producteur m'accompagnait, mais tu es vraiment tout seul dans cet exercice de montage, à donner vie à un film. Ouais. Et en stressant vraiment fort de te dire qu'est-ce que ça va donner. Ah bah forcément. C'est le baptême de feu, tu te dis, oh, Ça, cette sensation. cette sensation, elle est incroyable. Mais elle est horrible, parce que tu as un stress, tu es en panique. Une t'es pression anxieux. de fou, quoi, j'imagine. T'as une pression, Ouais. c'est ton premier film, tu te dis mais ça va déterminer tout le reste de ma vie. Et tu te mets des enjeux de fou. Et je me rappellerai, je pense, tout le temps le moment où j'ai, je pense, fini ma première timeline. Et je me suis arrêté, je me suis écarté du bureau, je me suis dit, j'ai ma V1 de mon film. J'étais tout seul au bureau, il était T'as eu 21 heures. l'alarme? Je me suis retenu. Je me suis Ouais. retenu et j'ai regardé autour, il y avait personne. J'étais, oh, il y a personne Ouais. pour partager ce moment avec moi. Ouais. Et t'es genre, attends, mais c'est mon premier C'est fou. film. T'as la timeline, tu la vois en entier. Et tu Tu dis dis, ça. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner, tu vois? Mais j'ai accouché du coup d'un premier D'un truc. premier projet, d'un premier. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, tu vois, ça c'est, je dis ça à personne parce que c'est compliqué de le dire.
T'inquiète pas, C'est une personne exclue. n'écoute. Et je pense que j'ai pas eu l'alarme sur le moment. Ouais. Et je pense que depuis juillet 2022, j'ai jamais pu évacuer émotionnellement ce truc. C'est un truc que j'ai gardé. Et c'est bizarre, mais c'est des moments comme ça que tu sais pas trop comment raconter, mais t'as ce truc-là émotionnel et tu sais pas trop comment l'évacuer, mais tu le traînes avec toi Et longtemps. ça reste. C'est peut-être pas plus mal que ça reste, parce que peut-être que c'est ce qui pousse à faire les prochains projets. Ben ouais, exactement, mais Ouais. surtout que c'est en fait quand Ouais. t'arrives au montage, en fait, tu te rends compte à un moment donné que tu savais pas comment ça allait marcher, Ah bah ouais. mais ton cerveau aussi a pris à un moment donné le lead. Tu t'es fait confiance et en fait, ça c'est une sensation c'est fait de façon incroyable quoi. intuitive. Et ben moi, je trouve ça très beau de finir là-dessus. Et Moi donc, aussi. une nouvelle fois, abonnez-vous. On fait un peu les forceurs, mais vu qu'on n'a pas du tout demandé dans les autres épisodes de vous abonner, maintenant on rattrape le coup. Et voilà, c'est exactement ça. Franchement, j'aurais pas dit mieux. Et on vous fait des bisous et on se Ouais. retrouve le mois prochain pour le prochain épisode de TTBL. Tic tac boum là. Au revoir. À plus.